Merci beaucoup. Donc voilà, bonjour tout le monde. Je suis content d'être avec vous aujourd'hui. Je suis venu de très très loin. C'était vraiment très très long. Et après, je dois repartir très très loin. Mon Dieu, la journée a été très longue. Donc je suis fatigué, mais je vais tout donner pour vous aujourd'hui. On va donc faire un petit voyage dans tout un tas de choses dont j'ai envie de vous parler autour des fausses informations, autour de la désinformation, mésinformation, de l'information en général qu'on voit sur Internet, sur les réseaux sociaux. Je vais tout de suite commencer par le petit programme de ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Vous allez voir, ça va être très très dense. Il y a juste cette partie-là, la partie 5, en fait, c'est une fake news, il n'y a pas. Mais donc voilà, mais tout ça pour vous dire au-delà de ce petit programme qu'à la fin, il y aura un grand quiz avec votre smartphone si vous en avez un. Si vous n'en avez pas, je suis désolé. Vous pouvez participer dans votre tête si vous voulez. Et alors il y a des cadeaux extraordinaires à gagner, comme des biscottes. Voilà, c'est très ancien, donc ne mangez peut-être pas. Un sucre, ça c'est un super cadeau. Mais alors il y a aussi un vrai truc qui est un calendrier féministe auquel j'ai participé. Je suis presque nu dessus. Il y a d'autres hommes dessus nus aussi. Et donc voilà, bon, c'est un 2022, donc l'année a déjà commencé, mais voilà, je vous l'offrirai. Ça c'est le grand cadeau évidemment. C'est pas les biscottes, le grand cadeau. Et alors il y a aussi une montre que j'ai retrouvée ici chez moi, c'est très beau. Voilà. En fait je me sers d'endroits où je vais comme ça dans les écoles et tout pour me débarrasser de trucs dont je veux plus chez moi, comme ça débarrasse du rôle. D'habitude il y a des trucs plus gros que ça, donc vous avez de la chance, je vous ai pas ramené de roue de tracteur et des trucs comme ça aujourd'hui. Voilà. Je vais commencer tout de suite par me présenter pour deux raisons. Déjà parce que vous ne me connaissez peut-être pas et parce que j'aime bien parler de moi aussi, parce que comme ça m'occupe. Et en plus de ça, parce que je pense que c'est important de vous dire d'où je parle, de vous présenter un petit peu mon parcours, pourquoi je fais ça, pourquoi je fais ça vous aujourd'hui. Et parce que ça reviendra plusieurs fois dans la présentation que je vais vous faire aujourd'hui. C'est important de voir, d'identifier la source. Et aujourd'hui, je suis un petit peu votre source d'information. Et du coup, je vais essayer d'être un petit peu transparent avec vous, et en tout cas honnête, ça je peux vous le promettre, neutre et objectif. Je pense que c'est à l'heure, mais honnête avec vous, je vais essayer de l'être en tout cas le plus possible. N'hésitez pas à intervenir si vous avez des questions. Normalement, il y aura un petit temps à la fin, mais si jamais vous avez vraiment un truc à dire directement, si je dis une connerie, parce que ça peut arriver, ou voilà, si vous avez vraiment une envie terrible d'intervenir, de dire un truc ou de poser une question, n'hésitez pas, n'ayez pas peur, voilà, n'hésitez pas. Je vais donc commencer directement par la présentation de moi-même. La raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui et que je vais dans pas mal d'écoles, d'associations, de centres culturels, etc. depuis pas mal d'années maintenant, c'est que un petit peu par hasard, en rentrant de soirée un vendredi soir avec des copains, on a eu l'idée, en étant un petit peu éméché, de créer un site d'information parodique qui n'était pas spécialement sur le modèle du Gorafi que vous connaissez peut-être, qui existait déjà à l'époque depuis un an, je pense, un truc comme ça, mais qui était de faire du sous-Sud-Presse. Sud-Presse, c'est un groupe de presse belge très très important qui a tendance à faire pas seulement du chien écrasé, mais du chien écrasé, violé et mis à la friteuse. C'est vraiment du très très bas de plafond. Et du coup, je me suis dit, tiens, les gens cliquent là-dessus, les gens aiment ça, on va inventer des chiens écrasés mis à la friteuse. C'était vraiment très très con et très très bas de plafond. C'était un peu ça. Puis évidemment, il y avait aussi un côté un petit peu parodie, satire traditionnelle, un petit peu de dénonciation politique ou autre. Voilà, c'est devenu un peu tout sans grande ligne éditoriale. Et c'est vrai que au départ, ça m'a fait rire. Au départ, ça m'a rapporté même pas mal de sous à une époque, puisqu'évidemment, quand vous faites des millions de vues, de pages vues, et qu'il y a de la publicité sur le site, ça rapporte de l'argent. Je vous en parlerai peut-être un petit peu plus en détail après. Mais voilà, il se fait que, comme le monde entier a semblé découvrir en tout cas en 2016 qu'il y avait des fausses informations sur Internet, avec ce monsieur qui s'appelle Donald Trump, que vous connaissez peut-être, qui a été élu à la tête des États-Unis, qui a fort popularisé le terme parce que lui-même accusait tous les médias d'être des médias de fake news, alors que lui-même en diffusait énormément. Il y a souvent un côté très transfert, de transposition comme ça chez les gens qui diffusent tout et n'importe quoi. Et le monde entier s'est un petit peu réveillé, et c'est à partir de, en fait un petit peu avant 2016, mais surtout en 2016, que beaucoup d'écoles ou autres ont commencé à faire appel à moi, et que de manière générale, je pense qu'en France c'est pareil, il y a commencé à y avoir des plans un petit peu d'éducation média, d'esprit critique, un petit peu dans l'urgence, à se demander, à découvrir qu'il y avait un problème avec ça sur Internet et en général dans la population. Les services de médias se sont lancés dans le service de fact-checking, ce qui n'existait pas des masses avant, alors que c'est un peu l'essence du journalisme, la vérification des faits. Je suis assez critique des médias, de la manière dont ils fonctionnent de manière générale, notamment parce qu'il y a des choses comme ça qui m'interpellent parfois quand l'AFP, donc l'agence France Presse, cherche un journaliste pour sa rubrique
AFP Factuel, qui est donc sa rubrique de fact-checking, donc de vérification d'infos, ils indiquent toujours dans l'annonce qu'ils cherchent un journaliste spécialisé dans la vérification d'infos, alors que c'est un peu la base, il me semble, du journalisme. Et c'est vrai que parfois, je connais beaucoup de gens qui sont étudiants ou qui ont été étudiants dans ces dernières années dans les écoles de journalisme. On leur apprend malheureusement, une grosse part de ce qu'on leur apprend aujourd'hui devient plus de la manière de communiquer sur les réseaux sociaux plus que le journalisme lui-même. Et voilà, je pense que c'est des choses évidemment qui ont toujours existé, mais le cœur du métier a parfois tendance à disparaître. Et il y a parfois ce côté aussi où les journalistes vont essayer dans les rubriques de fact-checking notamment, ne pas toujours être très pédagogue envers les gens sur la manière de même vérifier les informations. Et on a tendance, je pense, à souvent en fait faire appel à des pompiers pour éteindre des incendies, alors qu'on devrait faire plus de prévention et plus apprendre aux gens à ne pas se faire piéger et à ne pas se faire avoir. Et donc c'est vrai que moi, parfois, j'étais accusé, et à raison, je reconnais que c'était un peu tendancieux, à diffuser des fausses informations sur Nord-Presse, tout en faisant des trucs dans les écoles. Voilà, ça fait un peu pompier pyromane, mais à la fois je me dis que je fais des fausses informations d'origine contrôlée, au moins, un peu une AOP dessus. Et du coup, ça permet d'identifier ce que c'est, et je pense que ça permet, à partir du moment où on se fait avoir, parce que la honte, mine de rien, c'est quand même un bon moteur, personne n'a envie de passer pour un con, et du coup, quand on se fait piéger, on réfléchit un petit peu à deux fois la fois suivante. Et moi, l'avantage, c'est que je ne suis pas un troll russe qui veut spécialement déstabiliser les démocraties ou qui veut... Enfin voilà, je ne me cache pas particulièrement, donc ça m'amuse encore bien de temps en temps. Et c'est vrai qu'en 2020, vous avez dû entendre parler d'un truc qui s'appelle le Covid-19, on est tombé fatalement dans quelque chose d'encore plus important au niveau du danger que pouvaient représenter les fausses informations, puisque fatalement on arrive là à avoir des gens qui mettent leur vie en danger directement en croyant n'importe quoi sur Internet, sans rentrer dans les détails autour des vaccins. Il y a des choses encore bien pires, notamment lancées par le Guignol ici, qui, quand il a annoncé, proposé l'idée d'injecter de l'eau de Javel dans les poumons, il y a eu vraiment des gens qui ont diffusé sur Internet que l'eau de Javel pouvait tuer le Covid, et c'est vrai, ça tue le Covid, le problème c'est que ça tue le reste aussi. Donc on est à 8 ou 9 personnes aux États-Unis qui sont décédées de ça, et c'est vrai que vous pouvez le faire, c'est comme boire de la lave, tout le monde peut le faire, mais une seule fois. Voilà. Donc effectivement, aujourd'hui, le combat contre les fausses informations est enfin entré un petit peu dans le débat public, même si je pense que malheureusement on n'en fait pas assez, et on n'en fera malheureusement jamais assez. Et dans la présentation que je vais vous montrer ici aujourd'hui, je pense qu'il faut aussi considérer le problème comme étant le symptôme d'une maladie plus large, notamment de la défiance des gens vers les médias, vers le politique, qui ne vient pas de nulle part. C'est pas vraiment une maladie, c'est plus un symptôme d'une maladie. Il faut aussi pouvoir travailler sur les causes profondes, et pas juste finalement sur ce que je vais vous montrer ici, les petites astuces, quoi. Parce qu'on aura beau avoir toutes les petites astuces et tous les petits éléments de théorie pour savoir comment vérifier une info, à partir du moment où on a des gens qui ont une défiance profonde envers notre système et notre société, tous les fact-checking du monde ne servent à rien. Et donc voilà, et ça évidemment c'est encore un problème encore beaucoup plus large, puisqu'évidemment à partir du moment où on a comme ça des fausses informations, on le voit énormément aujourd'hui avec le conflit en Ukraine, on en revient toujours finalement au même schéma, sans utiliser cette phrase un peu bateau de l'histoire se répète, mais on a des schémas naturels chez l'humain qui va chercher des boucs émissaires, qui va se balader avec des pancartes comme ça, bien à l'aise en identifiant des juifs qui seraient responsables du Covid. Pour vous dire, moi ça me marque fortement, et je n'ai pas énormément de contact avec ma mère, et je lui ai parlé récemment au téléphone il y a quelques mois, et elle m'a dit qu'elle avait vu sur Internet et trouvait ça tout à fait crédible que les Juifs aient créé le Covid pour se venger de la Deuxième Guerre mondiale, quoi. Et je dis, mais maman, qu'est-ce que c'est que ça? Elle dit, j'ai vu ça sur Twitter, et elle m'a dit, tu crois que si on avait massacré ton peuple, tu ne voudrais pas te venger? Je me suis dit, wow, c'est compliqué, quoi. Et c'est vrai qu'avoir des personnes qui se retrouvent souvent isolées et s'isolent finalement en se sentant entourées, mais entourées de personnes qui ne leur veulent pas du bien, ou en tout cas qui s'auto-intoxiquent dans la désinformation, ça crée une forme de radicalisation qui, je pense, et aussi, on l'a vu récemment, que ce soit aux États-Unis ou même chez vous en France ou chez nous aussi en Belgique, de personnes qui sont tellement haineuses et tellement persuadées d'avoir une vérité qu'elles peuvent en devenir violentes. Et c'est vrai que quand on se retrouve à avoir des personnes comme ça qui se baladent avec des étoiles jaunes en plein Bruxelles, qui vous expliquent que c'est un génocide, le vaccin, qu'on tue des enfants, qu'il y a un plan organisé pour massacrer la population, il est relativement légitime de penser que ces personnes qui pensent qu'on est face à une organisation de masse afin de faire des crimes de masse,
il est relativement légitime de penser que ces gens vont prendre les armes à un moment et se venger. Ce qui d'ailleurs est assez heureux, que la plupart de ces gens-là sont relativement lâches, parce qu'il n'y a pas grand-chose qui se fait, et heureusement. Moi par exemple, je me suis pris des tas de menaces de mort parce que je suis allé un petit peu me moquer d'eux. Il n'y a pas un seul qui est venu chez moi, voilà, ils préfèrent menacer sur internet et c'est tant mieux. Voilà. Ici on m'a dit à un moment que ma tête était mise à prix et du coup j'ai fait une affiche pour qu'ils viennent me chercher. Voilà. Donc, ici je voulais vous parler de cette info-là. Parce que c'est la fois où les impacts des fausses informations de leur presse ont le plus d'impact, et c'est pas seulement pour me la péter, c'est parce que vous verrez que je vous en parlerai un petit peu plus tard. Il se fait que donc vous devez vous en souvenir de l'affaire Benalla, qui était quand même une véritable affaire, une grosse affaire avec tout un tas de trucs qui étaient complètement déconnants dans le chef de ce gars qui était un peu le chef de la sécurité de Macron. Il se fait qu'à ce moment-là, naturellement sur Nord-Presse, j'ai profité du buzz du moment et de ce qui faisait l'actu chaude du moment pour en rajouter des couches, avec notamment cette info-là qui circulait déjà, et surtout ceci, Benalla qui avait les codes nucléaires, avec le général Pierre de Villiers qui venait de démissionner, donc ça collait très très bien avec l'actualité. Et il se fait que cette information-là, elle a circulé et été gobée au point où on a un député Les Républicains qui partage l'article sur Twitter en expliquant que si cette info est vraie, elle est la plus grave et la plus inquiétante à ses yeux, donc en pleine affaire Benalla. Et ça nécessite un audit complet du fonctionnement de l'Élysée sous contrôle parlementaire. Il annonce ça, il est député sans avoir vérifié. Ça prend 30 secondes de vérifier en tapant Nord-Presse sur Google, de voir que c'est Vincent Fibustier en slip qui fait des articles sur son ordinateur. C'est super simple. Et on se demande, il y a un YouTuber qui travaille beaucoup sur la désinformation qui s'appelle Defecator, dont la dernière vidéo s'appelle « On sait que c'est faux et on s'en balèque ». On s'en bat les couilles. Il y a de ça, il y a énormément de ça dans la désinformation. Il y a aucune étude, j'en ai jamais trouvé en tout cas, qui analyse les croyances qu'ont réellement les gens en les désinformations qu'ils partagent. Parce que bien souvent, des gens, notamment autour du Covid, vont prêcher le faux en espérant avoir le vrai. Et donc il y a des personnes, quand j'ai parlé de ça à ma mère, notamment des machins, je suis tombé sur son compte Twitter, des trucs effarants qu'elle partageait. Je dis, mais maman, tu crois à ça? Elle me dit, non, je partage, quoi, on sait jamais, comme ça. Enfin, voilà. Les journalistes iront vérifier, quoi. Voilà, c'est effarant. Et du coup, effectivement, on a parfois des gens très complotistes qui vont dire, ah, regardez, là, on a eu raison. Ben oui, en même temps, quand tu fais 5000 prédictions, il y en a bien 2-3 qui vont se réaliser. Moi, c'est arrivé régulièrement avec Nord-Presse, des trucs annoncés qui finissent par se produire. Notamment, c'est pas tout à fait la même histoire, mais au premier confinement, il y a 2 ans maintenant, quasiment jour pour jour, j'avais fait un article sur un djihadiste qui rentre dans un bar et se fait exploser, mais fatalement tout est fermé, donc voilà quoi, un mort. Et la semaine d'après, il y a des djihadistes qui ont foncé la voiture bélier dans l'aéroport de Barcelone, à la Wakbar, bam, et il était vide, quoi. C'était le confinement, quoi. Donc ça a arrêté et terminé. Et donc, comme quoi la réalité rattrape parfois la fiction, et c'est vrai que c'est ce qui fait aussi qu'on est un peu perdu par rapport à l'info, parce que le monde a l'air tellement de devenir tellement fou parfois qu'on s'y perd un petit peu. Je reviens donc à mon affaire Benalla. J'espère qu'on va entendre ici. Ce qui est super intéressant, c'est que ce que je vous montre ici, c'est la toute première fois où Emmanuel Macron, votre vénéré président, s'exprime après le début de l'affaire Benalla. Ça fait genre 1 semaine que tous les jours, il y a des révélations, des machins, des trucs faux aussi, qui viennent pas que de moi, mais de journalistes qui ont exagéré des trucs, des rumeurs, des trucs. On ne sait pas vraiment si c'était vrai ou faux à la fin. Et Macron s'exprime, il prend la parole face aux députés, et, enfin avec ses députés derrière et les principales têtes de la majorité, et il s'exprime face aux Français, hein, parce qu'il s'exprime à la télévision, et voilà ce qu'il dit. Alexandre Benalla n'a jamais détenu le code nucléaire. Alexandre Benalla n'a jamais occupé un 300 mètres carrés à l'Allemagne. Alexandre Benalla n'a jamais gagné 10 000 €. Alexandre Benalla, lui non plus, n'a jamais été mon amant. Alexandre Benalla, on voit que le bagagiste d'un jour n'a jamais eu ses fonctions dans la durée. Du coup, ce qui est intéressant ici, moi en tout cas qui m'a intéressé quand j'ai vu ça, d'abord ça m'a fait rire, et puis je me suis dit, mais c'est fou en fait, Macron il se sert de moi. Parce qu'en fait, dans sa petite allocution qui dure après il dit venez me chercher, etc., en fait, il ne se justifie en rien de tous les vrais trucs que Benalla a fait, mais par contre, il pointe quelques fausses informations qui ont circulé, dont 2 qui viennent de chez moi, et d'autres trucs qui ont circulé sur l'appartement, de ce X mètres carrés, etc. Et en fait, il ne se justifie pas du tout sur les vraies infos, alors qu'il y a une affaire comme ça qui est réelle, et il va se parler des quelques petits faux, des faux machins qui ont circulé. Et du coup, je trouve que le débat public, de manière générale, est pourri par les fake news, des 2 côtés, et les utiliser pour arriver à ses fins de manière politique va se retourner
contre vous d'une manière ou d'une autre. Et du coup, ce genre de désinformation, si vous avez un quelconque combat politique ou autre, ça sert strictement à rien, sinon même à desservir votre cause, parce que les gens vont sans cesse aller rechercher les quelques petits machins faux, et du coup pour décrédibiliser absolument tout le reste. Et c'est ce qui pourrit vraiment le débat public quand on a, moi pour le coup j'étais très pro-vaccin, je suis toujours, et même les passes je pense que c'était nécessaire, etc., sans rentrer dans les détails, autant effectivement les personnes comme celle-ci ne représentent pas la majorité. Mais néanmoins, étant donné que la majorité, moi quand je les ai vus ici à Bruxelles, c'est une photo que j'ai prise moi, que ces gens-là ne sont pas virés des manifs, quoi. Donc fatalement, c'est aussi normal et légitime de penser que le pouvoir va mettre tout le monde dans le même panier à partir du moment où il y a une pomme pourrie dans le panier et que les pommes saines ne les virent pas. Donc je pense que c'est important de ne pas laisser passer ce genre de choses, parce qu'effectivement, après il y a une généralisation abusive qui est faite, et les fausses informations ne servent à rien. Ça servent juste à rien pour faire pousser des idées, parce que comme vous le voyez là, ça décrédibilise tout le reste, et je vais vous le montrer encore après, du coup, sur le point suivant qui arrive. Voilà, je vous fais encore quelques petits exemples juste rigolos de trucs qui ont un petit peu posé des problèmes. Ici, vous avez un article sur Marc Dutroux, donc le célèbre, un des Belges les plus célèbres, qui se lançait dans la chanson. Et il se fait qu'en fait, j'ai caché comme ça, mais là, je vous le dis, vous n'êtes pas beaucoup. Universal, donc la maison de production Universal, m'a contacté en me disant ça va pas du tout, parce que je disais que c'était Universal qui signait Marc Dutroux. Et ils m'ont dit, en fait, de base, ça nous a fait rire et on s'en fout, mais on a des artistes qu'on n'a pas signés qui nous appellent en nous insultant parce qu'on les a pas signés eux, mais on signe Marc Dutroux. Et du coup, j'ai dit, bon, ok, je vire. Et j'ai viré l'article. Un autre truc aussi, et je crois que c'est pas très loin de chez vous, j'avais fait un article sur Trump qui décide de bombarder la Corée du Nord et bombarde par erreur une usine de chicorée dans le Nord qui s'appelle Chicorée du Nord. Et j'ai même pas eu la présence d'esprit, comme quoi parfois ça arrive par hasard. J'ai des petits problèmes, ça s'est bien passé, mais j'ai pas réfléchi au fait qu'en fait Chicorée du Nord ça existe. Il y a vraiment en fait un torréfacteur de chicorée dans le Nord qui s'appelle de Chicorée du Nord. Et le fait est que, étant donné que mon site faisait à l'époque, je sais pas, 2 millions de pages vues d'utilisateurs, enfin de pages vues ou 1 million d'utilisateurs par mois, et ce torréfacteur de chicorée devait en faire 2000, quand vous tapiez Chicorée du Nord sur Google, c'était moi qui sortais. C'était le fait qu'elle avait été bombardée. Et donc en fait le type recevait des appels tout le temps de gens qui demandaient si l'usine était toujours là et tout ça. Et puis le type a vu ça, c'est un vieux monsieur, il m'a appelé furieux, je lui ai expliqué, il ne comprenait pas, enfin je lui ai tout expliqué. Ça s'est bien passé à la fin, mais oui, c'était un petit peu gênant sur le moment. Cet article-là, je vais vous le montrer parce que ça c'était vraiment un best-seller. Cet article-là, pour vous dire à quel point, enfin, j'aurais pu juste rester en slip chez moi à faire des articles bidons qui rapportent plein d'argent. Cet article-là, il a rapporté à peu près 10 000 € alors qu'il m'a pris 30 secondes à faire en publicité, parce qu'en fait, je l'ai traduit en anglais. Et il a voyagé dans le monde entier, au point où donc c'est un condamné à mort cannibale pédophile qui demande un enfant comme dernier repas, et puis on lui trouve un enfant et tout, enfin, c'était tout un feuilleton. Et l'État du Texas a été jusqu'à démentir le truc, il n'a pas donné d'enfant à manger à un condamné à mort. Et voilà, et ce genre d'article, effectivement, il y en a plein des sites comme ça, parodiques, qui font des infos un peu faits divers. Et ce genre de faits divers, c'est assez difficile de les vérifier en fait. Et du coup, il y a énormément, dans les trucs qu'on voit parfois même dans les médias français, diffusés vraiment au premier degré par des médias relativement censés être sérieux, il y a énormément de trucs complètement bidons sur des trucs complètement absurdes qui se passent à l'autre bout du monde. Quand on met la source, c'est le North Dakota, le Daily Global, machin, c'est très dur d'aller vérifier. Donc sur ce genre de choses, des faits divers bidons, il y en a vraiment des tonnes et des tonnes, et c'est quelque chose qui marche vraiment extrêmement bien. Cette affaire-là aussi, juste pour terminer sur les petits best-sellers qu'il y a eu, j'avais fait un article à une époque sur Jean-Marie Le Pen qui déclare qu'une bombe atomique sur l'Afrique c'est fini, mort en Méditerranée. Il se fait que, comme il l'indique ici, contre le faux m'accusant de vouloir atomiser l'Afrique, je dépose une plainte au pénal pour divulgation de fausses nouvelles. Il a effectivement déposé plainte. Il se fait qu'à l'époque, c'est un peu technique, et comme quoi j'avais vraiment un peu toutes les petites combines. J'avais remarqué, et c'est quelque chose d'extrêmement important que je vous invite à faire, vérifiez toujours la date de ce que vous partagez. Parce qu'en fait, parfois, on a des informations qui sont vraies à un moment, qui ne sont plus ensuite. On a des informations qui sont très anciennes et qui, du coup, ne sont plus du tout en rapport avec l'actualité. Et à l'époque, j'avais eu l'idée de faire une petite combine sur Nordpress pour que les articles soient fort partagés. C'est qu'en fait, sur tous les articles du site,
ce n'était pas la date de publication de l'article qui apparaissait, mais la date du jour même. Donc tous les jours, tous les articles semblaient avoir été publiés le jour même. Et Jean-Marie Le Pen a donc porté plainte, là, en novembre 2015, contre moi. Il se fait qu'à l'époque, les avocats de Jean-Marie Le Pen vont voir sur le site, ont l'impression qu'en fait, on est le 20 novembre, l'article a été publié le jour même. Or, il avait été publié 1 an avant. Et il me traîne au tribunal, sauf qu'il y a 3 mois de prescription pour ce genre de délit. Et du coup, j'ai pu prouver que cet article était plus ancien parce qu'il y avait des commentaires de Facebook, le truc Facebook en bas, qui eux étaient bien datés. Donc moi, j'étais tranquille, j'étais complètement disculpé, ils ne pouvaient pas porter plainte contre moi. Il se fait qu'en entrant dans le bureau du juge d'instruction, de la juge d'instruction, j'ai croisé une autre dame qui, en fait, elle aussi, Jean-Marie Le Pen avait porté plainte contre elle parce qu'elle avait partagé l'article sur sa page Facebook. Et elle l'avait partagé 3 semaines avant. Donc elle était dans le délai. Et donc, elle a été, elle, poursuivie au pénal pour divulgation de fausses nouvelles que j'ai écrit moi-même, alors que moi j'ai été classé comme témoin assisté, alors que c'était moi à l'origine du truc. Le pire et le plus absurde étant que c'était une électrice de Jean-Marie qui a partagé cet article au premier degré en disant « Oui, tuons tous les Noirs ». Voilà. Et donc, Jean-Marie Le Pen a porté plainte contre une de ces électrices qui a fini au tribunal et a fini par être condamnée à 5 000 € avec sursis et 1 € d'amende. Voilà. Et donc, elle a été condamnée à ma place. Et tout ça pour vous dire, au-delà de la blague, que, et c'est quelque chose de plus en plus fréquent dans le droit français, et je suis bien dans le droit belge aussi, je sais bien que par rapport à l'affaire du harcèlement de Mila, par exemple, qui avait, il y a des personnes qui ont été condamnées juste parce qu'ils ont retweeté, repartagé quelque chose. Donc le simple fait de partager une information, même si vous ne l'avez pas écrite vous-même, mettre un j'aime sur une publication sur Facebook peut vous emmener au tribunal, parce que si la publication est délictueuse, insultante, voire extrêmement violente, vous lui donnez quand même de la visibilité, ou vous marquez votre accord par rapport à cette publication. Donc voilà, donc là pour le coup, il y a un exemple vraiment absurde. Donc voilà, donc assez parlé de moi, je passe donc à la partie suivante, en vous faisant un petit point que j'ai fait un petit peu à l'arrache ces derniers jours par rapport au conflit en Ukraine, parce qu'il y a pas mal de choses différentes et complètement fausses qui circulent, et je voulais vous montrer quelques exemples et vous montrer à quel point au niveau de la propagande et de la subtilité de celle-ci, on voit vraiment des choses assez folles et qui évoluent en continu. Pour commencer, de la désinformation, il y en a des deux côtés. Néanmoins, entre la désinformation, de ce que je vois en tout cas, là, c'est une opinion très personnelle, il y a effectivement un petit peu de désinformation et de propagande du côté ukrainien. Du côté russe, par contre, c'est absolument hallucinant, parce que du côté russe, on a le ministre des Affaires étrangères russe qui dit qu'ils n'ont même pas attaqué l'Ukraine, qui nie en continu des choses qui sont complètement avérées. Par contre, du côté ukrainien, il y a eu quelques désinformations qui ont circulé, notamment cette histoire de l'île des serpents, ou du serpent. Au tout début de la guerre, on a donc cette île qui est tenue par un bastion d'un bataillon de 13 soldats, et il y a un navire russe qui arrive vers l'île, leur fait une communication radio leur disant rendez-vous, et les soldats ukrainiens répondent allez vous faire foutre. Et on raconte à ce moment-là, via l'armée ukrainienne, qu'ils se sont fait massacrer. Et c'est un des premiers éléments au début de la guerre, ça circule dans tous les médias, que les soldats de l'île des serpents ont été massacrés, qu'ils deviennent un peu des héros, etc. Ils sont morts en martyrs. Il se fait qu'après, il y a eu des preuves de vie qui ont été envoyées à l'armée ukrainienne, et donc qui sont revenus sur leurs propos. Il n'y avait pas une volonté a priori de l'armée ukrainienne de mentir là-dessus particulièrement, c'est juste qu'à ce moment-là, ils avaient perdu le contact avec eux, la base a été bombardée, ils ont fait le lien, et ils ont considéré que les gens avaient été abattus. Aujourd'hui, malheureusement, dans le conflit, même s'il y a beaucoup de journalistes sur place, et malheureusement, j'ai l'impression qu'il y en aura de moins en moins vu ce qui leur arrive, les journalistes et les médias ici n'ont pas trop de choix que d'écouter les communiqués, notamment des Ukrainiens, parce que c'est un petit peu de notre côté, et parce qu'on a l'impression qu'ils mentent quand même moins que les Russes. Et du coup, on a tendance parfois à prendre comme argent comptant des informations qui viennent du côté ukrainien, et bon, on est en guerre, donc parfois, effectivement, il y a de la propagande des deux côtés. Du côté ukrainien, par exemple, au début de la guerre, ils ont parlé du fantôme de Kiev, qui serait un avion de chasse qui aurait abattu des dizaines d'avions russes, etc. Il se fait qu'en fait, aujourd'hui, ils disent oui, c'était une image. Bon, au départ, ils ont quand même vendu ce type exceptionnel. Voilà. Donc la désinformation, il y en a des deux côtés. Il faut faire attention parce que même enfin, si on se place du point de vue, en tout cas c'est mon avis personnel, je pense que les Russes sont en train de faire des crimes de guerre absolus, et donc on sent fort du côté des Ukrainiens évidemment, mais partager, et si vous êtes dans le cas, et même en général,
comme je vous disais, partager les fausses informations mais parce qu'elles vont dans votre sens et qu'elles vont en se disant bah, tiens, c'est une belle histoire. Là, ici, de la même manière que Macron se sert de quelques fausses informations, les Russes sont en train de se servir, et après je reviendrai là-dessus, je reviens ici. Je le fais dans ce sens. Voilà. Les Russes aujourd'hui sont en train de se servir énormément des petites désinformations qui circulent sur les réseaux sociaux du côté ukrainien. Par exemple, on avait l'information selon laquelle le collectif Anonymous avait hacké des banques russes et toutes les chaînes de TV. Il s'est avéré que c'était faux. On a des vidéos de rations militaires russes qui seraient des rations périmées. C'était une ancienne vidéo. On a tout un tas de fausses informations qui ont circulé. Et les Russes vont pointer quelques petits machins. Par exemple, ici, ils nous expliquent que non, la Russie ne tire pas sur les enfants, en prenant comme exemple une photo dans un hôpital qui a circulé effectivement sur Twitter et qui était une photo ancienne. Et du coup, ils vont, pour certaines, dans leur guerre de communication qu'ils ont, c'est de dire « Regardez, cet enfant-là, on ne l'a pas tué, on ne tue pas des enfants ». Alors qu'évidemment, les choses sont plus complexes que ça. Et du coup, je pense qu'aujourd'hui, d'autant plus que là, il y a vraiment des vies en jeu directement, on a tous une responsabilité là-dedans, parce qu'on voit passer des informations qui sont touchantes, qui font mal au cœur, ou voire qui font plaisir. Je voyais récemment un truc d'une photo d'un petit bébé, ouais, il est né à Kiev, c'est mignon, c'est super, tout ça. Mais la photo datait d'il y a 4 ans. C'est pas bien grave, mais ça reste une fausse info et un truc dont là, les Russes vont se servir. Et là où ça va très 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 loin, et où j'avais jamais vu ça, et c'est très très malin, les Russes font maintenant, et là accrochez-vous, du faux fact-checking. Donc c'est-à-dire que, dans ce tweet que vous voyez ici, vous explique que on a en fait une vidéo, il faut d'abord commencer par ici, donc on a le Z qui se trouve sur tous les bâtiments, les véhicules de l'armée russe. Cette vidéo aurait été publiée par un compte ukrainien, disant voilà, on a bousillé ce camion russe, etc. Les Russes, ici, publient une autre vidéo qui date de 2014 en disant regardez, c'est une vidéo de 2014, il n'y a pas le Z, donc les Ukrainiens ont désinformé avec cette vidéo de camion russe. Moi, j'ai vu passer ça, et je me suis dit, ah bah tiens, je l'ai mis dans une de trucs que je présentais il y a quelques jours, je me suis dit, ah bah tiens, ouais, il y a des cas pour illustrer un cas de désinformation du côté ukrainien. Et j'ai même pas réfléchi au fait que, heureusement, des journalistes l'ont fait, est-ce que ce truc a vraiment été diffusé? Et en fait, il n'a pas été diffusé. Donc, c'est-à-dire que les Russes ont créé une vidéo en disant, regardez, on a diffusé de la désinformation du côté ukrainien, ce truc n'a jamais été diffusé par personne. Donc, ils ont créé eux-mêmes un fake pour ensuite dire, il y a de la désinformation qui circule. Et du coup, potentiellement, dans les fausses informations qu'on voit là, elles viennent peut-être même de leur côté, en disant, regardez une photo d'enfant, ils pourraient, et de manière très très efficace finalement, utiliser des comptes Twitter qui se font passer pour des Ukrainiens, en disant, regardez, ces enfants sont morts, puis ensuite dire, ah non, ces enfants ne sont pas morts, et dire, on ne tue pas d'enfants. Donc c'est très 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 vicieux, et du coup, c'est très très compliqué, en plus pour nous, là pour le coup, j'ai pas vraiment de solution, de se dire, tiens, on doit aller vérifier en plus. Comment aller vérifier, d'autant plus que aujourd'hui, les réseaux sociaux ont une politique de modération qui fait qu'il y a régulièrement des contenus faux qui sont supprimés. Donc, quand on a ce site russe de fact-checking qui nous dit « Voici une vidéo, une photo d'un enfant qui est circulée sur Facebook, qui a été partagée 100 000 fois et qui depuis a été supprimée », aller vérifier qu'elle a effectivement existé ou pas est très compliqué. Donc le seul truc qu'on peut faire, c'est effectivement essayer de faire attention à ce qu'on partage pour ne pas participer à ça. Parce qu'en plus, il y a suffisamment de choses vraies à montrer que pour devoir montrer des choses fausses qui sont peut-être pas plus jolies, mais plus vendeuses, quoi. Pour vous dire dans un exemple aussi en termes pour le coup de propagande russe et qui là dépasse absolument tout, qui est le cas du bombardement de la maternité de Mariupol. Au départ, donc, il y a eu, cette maternité a été bombardée, elle fonctionnait a priori plus des masses, et peut-être qu'effectivement il y a des soldats qui se cachaient dedans. On ne saura probablement jamais, et c'est même peut-être probable. Il se fait que cette maternité est bombardée, et on voit plusieurs photos circuler sur les réseaux sociaux et dans les médias, notamment cette femme qui est enceinte ici, ainsi que celle-ci aussi, qui est sur une autre photo. Donc on voit 2 femmes différentes qui sont évacuées de la maternité de Mariupol. Là, les médias russes aujourd'hui, vous avez dû le voir, RT, Sputnik, etc. ont été censurés. Néanmoins, aujourd'hui, les principaux relais qu'on a encore sur les réseaux sociaux
de propagande russe viennent directement des comptes des ambassades qui sont très suivis et qui régulièrement se coordonnent entre elles pour diffuser la propagande du moment. Sauf que, et c'est là où parfois je pense qu'il faut relativiser la puissance de frappe des Russes, ils sont vraiment très mauvais. Parce qu'en fait, ils ne se coordonnent même pas et ils désinforment de manière, pas de la même manière selon le compte qui le fait. Ici, au début, ils ont expliqué en fait que cette femme enceinte, n'était pas vraiment une femme enceinte. Il s'agit d'une actrice qui est d'ailleurs qui est une Instagrammeuse, une influenceuse sur Instagram. Et ils mettent une photo d'elle ici où elle est toute mince. Regardez, c'est une Instagrammeuse. Ce n'est pas une femme enceinte, c'est une actrice. Donc c'est bidon. Et regardez, on a une photo d'un militaire sur le toit. Donc il est totalement légitime qu'on ait bombardé cet endroit. Et il n'y avait plus personne, il n'y avait plus que des militaires dans cet hôpital. Il se fait que ça, en fait, c'est déjà, je me suis un petit peu embrouillé, la version 2 de l'information. La toute première version, c'est Sergueï Lavrov, donc le ministre des Affaires étrangères russe, qui a annoncé à la télévision que les Russes n'avaient pas bombardé cet hôpital. Ensuite, on a eu des preuves qu'ils l'avaient fait, donc ils ont changé le truc en disant oui, on l'a bombardé, mais en fait, il n'y avait plus que des militaires dedans, il n'y avait plus de civils à l'intérieur. Aujourd'hui, on voit qu'il y avait a priori des civils. Du coup, ils ont dit oui, mais en fait, ce n'est pas des civils, ce sont des acteurs. Ensuite, étant donné qu'on a réussi à prouver, parce qu'en fait, le compte Instagram de la personne, ils sont vraiment très stupides pour le coup, et il est accessible à tout le monde. Donc les gens sont allés voir sur Instagram qu'en fait, depuis 6 mois, on voit sa grossesse évoluer. Donc à moins qu'elle ait prévu il y a 6 mois de faire un faux accouchement dans un hôpital qui allait être bombardé, voilà, en gros, elle est enceinte, c'est très clair. Et du coup, la Russie a changé son narratif en expliquant que la maternité n'était plus opérationnelle, et qu'elle était effectivement occupée par les nazis du commandant du bataillon Azov, et que cette femme en fait est bien enceinte, mais qu'elle est venue enceinte jusqu'au cou, se faire maquiller après le bombardement pour faire semblant d'avoir été touchée, quoi. Voilà. Il se fait qu'elle a accouché depuis, et que la deuxième personne que vous voyez ici, parce que les Russes l'accusaient aussi d'avoir joué sur 2 photos différentes en s'étant déguisés de 2 manières différentes, en disant qu'il n'y avait qu'une seule femme déguisée de 2 manières. En fait, c'était bien 2 femmes, et celle-là est décédée. Elle, pour le coup, heureusement, a survécu. Mais voilà, on en est à un pays qui bombarde un hôpital, nie d'abord l'avoir fait, ensuite explique qu'il n'y a pas de civils, enfin que les civils sont des acteurs, puis qu'après c'est une actrice enceinte. Enfin, ça va extrêmement loin, et c'est tellement gros que voilà, c'est absolument délirant. C'est vrai, il y a un côté très Union soviétique, avec des trucs qui sont tellement énormes, mais matraqués avec un tel aplomb qu'ils ont l'impression que ça va passer, et que pour certaines personnes, et il y a dans la manière dont on est bombardé d'infos, c'est sûr que pour certaines personnes, ça devient dur avec le temps, et puis toutes les infos qu'on va passer, de se souvenir finalement de quelle était la vérité, là derrière, dans des choses qui sont parfois effectivement très complexes, il y a aussi une guerre aujourd'hui qui se mène, et qui vraiment pour le coup est l'avenir de la création de fausses informations, de ce qu'on appelle les deepfakes, qui sont donc l'idée de créer des fausses vidéos où on a l'impression que les gens parlent, c'est pas eux. Il y a celle-ci qui a circulé le même jour, en fait on a eu les deux. D'un côté du président Zelensky qui explique qu'il faut rendre les armes. En fait on le voit assez facilement que les couleurs sont pas exactement les mêmes, on se pas terrible sur le projecteur, que le corps ne bouge pas exactement pareil. Et en gros, ils sont allés chercher quelqu'un, un imitateur de voix, et puis après, un programme informatique qui fait que ça donne vaguement l'impression que c'est un réel. Ce qui est intéressant, c'est que le jour même, il y a la même vidéo, le même genre de vidéo qui a été circulée, mais dans l'autre sens, où Poutine s'exprime et appelle les gens à... Ситуация на Украине. Et pour le coup, celle-là est pas mal. С украинской стороны, и они закончились абсолютно успешно для российской стороны. Вкратце проинформировали вас. Ça marche bien. Et du coup, ça rend les choses extrêmement compliquées, parce qu'on a besoin du coup de prendre le temps, de ne pas se jeter dessus directement, parce qu'aujourd'hui, on est encore nulle part, et on est en plus dans la vidéo que vous voyez là truquée, c'est quasiment à la portée de n'importe qui. Donc si des personnes avec vraiment beaucoup de moyens s'y mettent, on peut vraiment faire dire n'importe quoi à n'importe qui, et d'autant plus dans des événements où la communication est très contrôlée, dans des événements où Zelensky, comme
Poutine ici ne parle pas face à un panel de journalistes où on peut comparer plusieurs sources. On a quelqu'un dans la salle qui peut dire bah non, il n'a jamais dit ça, ou une autre vidéo. Ici, on n'a qu'une seule source. Et donc, je pense qu'à l'avenir, c'est des trucs qu'on va voir arriver régulièrement. Si vous avez par exemple un discours du dictateur nord-coréen, bah, ça sera fatalement assez dur d'identifier, parce qu'on ne pourra pas avoir d'autres sources que, que la première des informations qui est envoyée. Il faut savoir aussi que sur celle-là, et c'est ça qui rendait le truc très fort, même si heureusement la vidéo est mal foutue, cette vidéo-là du président Zelensky, elle a été publiée par un média ukrainien sur Twitter qui avait été piraté. Donc là, fatalement, quand un média est reconnu, était un média traditionnel, si vous avez TF1 qui est piraté, qui vous diffuse un machin comme ça de Macron qui s'exprime, les gens vont paniquer. Les gens vont y croire, évidemment, vu que c'est TF1 qui le diffuse, quoi. Donc voilà. Quelques autres petits trucs qui circulent aussi, dont je voulais vous parler vite fait. Donc cette fausse une du Time, c'est un truc qu'on voit très régulièrement, des fausses unes du magazine Time, parce que c'est un magazine qui a tendance à faire des unes un petit peu choquantes, qui lie aussi les personnalités de l'année. Et ça, on les voit régulièrement, des fausses unes sur la personnalité de l'année. Celle-ci, par contre, est vraie, Poutine l'a été en 2007, et on a d'ailleurs retrouvé, du coup, les gens, évidemment, ont ri un petit peu jaune de retrouver une lettre de Donald Trump qui dit qu'il est un grand fan de Poutine et qu'il félicite d'être l'homme de l'année du magazine Time, parce qu'il faut savoir que Donald Trump, dans son grand ego, a toujours voulu l'être, mais ne l'a jamais été. Et alors, ce que j'adore là-dessus, donc ça c'est 4 unes du Time bidon avec Trump, et alors ce que j'adore, c'est celle-là, cette une-là, c'est une fausse une que Trump a fait réaliser, ou qu'en tout cas il a récupérée, et qu'il a affichée dans plein de ses hôtels, ses golfs et tout, et donc il s'affiche lui-même alors qu'elle est complètement bidon. Et je trouve que c'est très fort quand même d'aller s'afficher avec une fausse une du magazine, parce qu'en fait c'est pas super compliqué de vérifier qu'elle est pas réelle, quoi. Dans le genre aussi, et de trucs auxquels il faut faire attention, comme je vous disais, toutes les images détournées qu'on peut voir circuler. Il y a, pour ce genre de choses comme à droite, ou un compte ici qui nous explique en espagnol, c'est ça, ouais, en espagnol, qu'il s'agit de la femme du président Zelensky qui se bat, bah, il suffit de taper sur Google femme du président Zelensky et on voit bien que c'est pas elle. Ça va très vite, évidemment. Voilà. Mais ce tweet-là, il a été partagé 25 000 fois. Hein. Donc on se dit, enfin voilà. C'est assez phénoménal parce que c'est vrai que, et j'y passerai après sur le pourquoi est-ce qu'on ne vérifie pas les infos pour plein de raisons. On a tous la possibilité chacun de faire notre petite part à ce niveau-là parce que finalement il y a quand même plein de choses qui sont très faciles à faire. Ce qui est plus compliqué, les images c'est très facile de les vérifier. Ce qui est déjà un petit peu plus compliqué, heureusement il y a des outils qui nous y aident, c'est de vérifier des vidéos. Cette vidéo-là elle a été diffusée dans un JT italien. C'est une vidéo qui provient en fait d'un jeu vidéo, je ne sais pas où ils sont allés récupérer ça, mais donc c'est pas du tout une image de la guerre en Ukraine. Et les images de jeux vidéo, quand on était à l'époque de la Super Nintendo, c'était quand même plus dur de faire croire que ces images venaient de la réalité. Aujourd'hui, les jeux étant de plus en plus réalistes, bah, c'est très régulier de voir des gens qui parfois font une blague, diffusent un truc et puis qui est repris au premier degré, voilà. À l'époque aussi, on avait, là c'était très fort aussi, le ministre de la Défense russe qui diffusait sur Twitter, comme ils disent, les preuves irréfutables que les Américains couvrent l'État islamique contre l'armée syrienne. Et pour ça, ils diffusaient des vidéos de bombardement de drones tirées d'un jeu vidéo. Littéralement, la vidéo se trouvait sur YouTube en mettant machin bombing game. C'était la même vidéo. Voilà. Et ils ont diffusé ça avec tout l'aplomb du monde en disant voilà la preuve que les Américains aident l'État islamique. Or, ces vidéos étaient tirées d'un jeu vidéo. Pour ça, du coup, comme je vous le disais, comme je vous en parlais là tout à l'heure sur le faux fact-checking, si ça vous intéresse, n'importe qui peut le faire depuis votre navigateur sur ordinateur. Sur Firefox, Chrome et peut-être d'autres navigateurs, vous avez un plugin, donc une extension qui s'appelle WeVerify. Et en fait, quand vous avez une page où il y a une vidéo, il suffit de cliquer dessus et il va aller voir quand est-ce que cette vidéo a déjà été publiée sur Internet. Et du coup, quand vous avez une vidéo qui vous est présentée comme étant de maintenant, vous cliquez sur le bouton, ça vous dit cette vidéo, la première fois qu'elle a été publiée, c'est en 2014 sur tel site. Vous pouvez vous dire, tiens, ça peut pas être un truc actuel. Voilà. Faut aussi se méfier parfois, encore une fois, ça c'est un truc où moi-même je m'étais fait piéger, du coup je me suis dit, tiens, c'est interpellant. Enfin, je me suis interpellé moi-même. C'est un compte ici d'un soldat ukrainien qui diffuse cette photo en disant nous nous battons avec des érudits qui n'ont pas pu écrire correctement la lettre Z la première fois. Et on voit, ils expliquent donc qu'ils ont chopé un camion russe.
et qu'on dirait que les Russes ont raté leurs aides et puis ont recommencé. Mais en fait, potentiellement, c'est juste les Ukrainiens qui ont chopé le camion, qui eux-mêmes ont fait ce faux aide, et voilà. Donc évidemment, sur la base d'une photo, on peut raconter un petit peu n'importe quoi. Je pense que là aussi, ça vaut le coup de se méfier, parce que moi, j'avais partagé ce truc-là avant de le retirer, et typiquement, c'est le genre de choses qui vont se retrouver sur le site de fact-checking russe, qui va dire, regardez, on a la preuve que les Ukrainiens ont fait eux-mêmes ce truc-là, pour nous faire passer pour des idiots, quoi. Donc voilà. Et du coup, c'est vrai que plus que jamais, on a besoin de se reposer peut-être plus sur des médias traditionnels qui vont, et aussi sur le temps long. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est tout l'inverse de ce dont on a besoin, parce qu'on est en plein nez dedans, parce qu'on est tous pris par nos émotions, et du coup, c'est dur de prendre du recul, et même pour nos dirigeants, etc. On voit sur tout un tas de choses qui se produisent, qui peuvent être de la propagande d'un côté comme de l'autre, et on peut avoir des décisions qui sont gravissimes, qui sont prises sur base de fausses informations. Donc on a tous intérêt à faire attention. Je finis donc mon petit point sur l'Ukraine. Ça va, vous allez toujours bien? Super. Donc c'est quoi une fake news? Petite définition des différents types de fausses informations qu'on peut voir circuler sur Internet. Et en général, ici pour commencer, les légendes urbaines, les infos qu'on entend un petit peu, les bouches à oreille comme ça, que personne ne vérifie. Désolé si vous êtes arachnophobe, j'ai encore jamais eu de mort. Cette information selon laquelle on mange 8 araignées dans sa vie ou un truc comme ça, quelqu'un l'a déjà entendu ici? Voilà. C'est complètement bidon, bon déjà c'est pas des araignées comme ça, mais potentiellement c'est plus. Mais il se fait que de base les araignées n'aiment pas trop les endroits chauds, humides, avec des vibrations et tout, du coup les bouches, c'est pas tout à fait, les bouches du maquillon c'est pas tout à fait leur kiff. Après il se fait que c'est vrai que si elles passent par hasard avec le fil au-dessus de votre bouche quand vous gonflez, voilà, ça peut se produire évidemment. Ce qui est intéressant sur cette histoire, c'est qu'en fait c'est en 1993 une journaliste au tout début d'Internet, il y avait quelques pages web et les emails en gros, qui a décidé d'envoyer une liste de petites fausses infos et de légendes urbaines rigolotes qu'elle a trouvées dans un livre à tous ses contacts, mais c'était vraiment un truc très très confidentiel, cette info sur les araignées qu'on mange dans sa vie à l'époque, et en fait c'est probablement grâce à elle que tout le monde a entendu parler de ce truc, parce qu'elle a voulu voir est-ce qu'on pouvait diffuser de manière virale des informations par mail, quoi. Comme quoi ça marche effectivement très bien. Un autre truc qui m'a étonné, que j'ai appris récemment, qui circule beaucoup, qui a appris ça à l'école, donc on avait des zones spécifiques de la langue. Oui, ben c'est faux, c'est ça qui est faux. C'est que dans les manuels scolaires encore aujourd'hui, ça se trouve, et c'est faux. Ce truc, moi ça me fascine, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas l'explication. Il y a une page Wikipédia qui raconte tout le truc et tout, et c'est pas que dans le monde. C'est en fait en 1901 un psychiatre allemand qui a fait le test et qui en a fait l'expérience scientifique, mais qui était foireuse, parce qu'en fait il suffit de prendre un morceau de sucre, d'ailleurs j'en ai un pour gagner après, vous le mettez au fond de votre langue, vous allez le sentir, le sucré. Il y a juste des zones qui seraient un petit peu apparemment plus rapides pour envoyer l'info au cerveau, mais c'est même pas vraiment démontré. Et en 1974, on a refait vraiment une expérience avec un vrai protocole scientifique qui a démontré que c'était complètement basé sur rien. Et encore aujourd'hui, ça se trouve partout, partout ce truc-là. C'est fou. Ouais, c'est encore enseigné. Et d'ailleurs, la dernière fois que je suis allé dans une école, j'y suis retourné après, en fait, j'ai fait ça en 2 sessions. Il y avait une prof de sciences dans le fond, et quand je montrais ça, elle a dit, il raconte n'importe quoi. Et alors après, elle m'a envoyé un mail en me disant, dites, vous avez vos sources? Je lui ai dit, bah ouais, regardez. Et puis elle m'a dit, ah bah oui. Elle m'a dit, écoutez, on a appris ça à l'école, je l'enseigne depuis 15 ans. Voilà. Je lui ai dit, bah voilà, écoutez, ça arrive. Non, c'est très étonnant ce genre de truc. Mais oui, comme quoi il y a des trucs comme ça qui restent beaucoup. Un autre type de fausses infos, comme je vous le disais, un satire, parodie, canular, qui sont donc des informations qui, à la base, et dans les fausses informations, ce qui est important de se demander toujours, c'est quelle est un petit peu l'intention qu'il y a derrière finalement. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile de le savoir, parce que vous pouvez avoir une information qui est faite pour rigoler, et qui en fait va avoir un impact réel politique, c'est là où est la limite entre parodie, droit à la parodie et diffamation, enfin tout ça est une zone assez floue, de laquelle pas mal de gens profitent, et de laquelle moi aussi j'ai profité pas mal, parce qu'autant les personnalités politiques, bon même si elles portent plainte ça donne pas grand chose, par contre les sociétés etc ça vaut mieux éviter, hein. Ça, c'est compliqué. Cette info-là qui date d'il y a quelques années, pour ça elle est très très représentative je trouve. C'est un article donc, du journal parodique Le Gorafi qui expliquait que quand il sert la main d'un pauvre, il se sent mal toute la journée. Et alors en plus de ça, il y a des petits malins qui ont fait des compilations sur YouTube où on voit Macron qui se lave les mains au gilet hydroalcoolique. Notamment une fois où il vient d'aller pêcher des trucs, donc en plus il a les mains, il vient de toucher des anguilles ou un truc comme ça, donc bon là c'est normal. Et même de manière générale, ce qui est étonnant et intéressant, est comme quoi la manière dont l'information circule est très très rattachée au contexte
dans lequel on est, c'est qu'à l'époque, voir Macron se laver les mains avec du gel hydroalcoolique après avoir serré plein de mains est considéré comme bizarre. Alors qu'aujourd'hui, évidemment, ça serait plus le cas et tout. Voilà. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que cette info-là, d'Ugographie, qui à la base n'était pas faite, je ne crois pas qu'il soit totalement anti-Macron ou qu'ils avaient la volonté de désinformer en campagne, parce qu'en plus, elle date de 2016 à l'époque, cette info, mais elle est ressortie pendant la campagne présidentielle de 2017. Et notamment, à un moment où Macron se rend à l'usine de Whirlpool, qui était un gros moment de la campagne, où Marine Le Pen était venue et tout, vraiment un gros bordel. Et ben, Macron débarque et il y a une armée d'ouvriers qui sont là, oh, on a les massage, parce qu'ils ont vu passer ce truc-là. Et Macron, il est embêté, il s'est même pas au courant, quoi. Il sait pas quoi leur dire, à part oui, je veux bien vous toucher, enfin, il sait rien faire, quoi. Donc il ne comprend juste pas, il n'y a même pas de dialogue possible. Enfin, c'est vraiment un gros délire, et comme quoi on a une fausse information complètement parodique, bon enfant, qui est finalement détournée et utilisée à des fins de propagande d'une certaine manière. Et en parlant de propagande, on revient ici à nos amis russes, qui, là aussi, il y a parfois un certain fantasme, j'ai l'impression, en tout cas, par impression personnelle et par tout un tas de choses que j'ai lues, sur la manière de leur force de frappe en termes de désinformation sur les élections, l'ingérence qu'ils ont sur les réseaux sociaux. J'ai l'impression qu'on exagère parfois le phénomène parce que, par exemple, Macron l'avait fait d'ailleurs lui-même en expliquant que les gilets jaunes c'était piloté par les Russes. Parfois, on a tendance à vouloir... Il y a un complotisme sur le complotisme, quoi. C'est d'aller chercher d'office. Avec Trump, c'était la même chose. On a énormément de gens qui disent s'il a été élu, c'est à cause des fake news, point barre. Ça permet de se laver les mains de tout le reste. Hein. Ça permet de dire non, c'est pas notre faute, hein, c'est le fake news, c'est les Russes. Hein. C'est pas notre faute. Pas de notre faute que les gens sont fâchés, c'est les Russes. Donc voilà. Néanmoins, il y a des cas avérés de propagande russe, et notamment sur Internet. Et vous allez voir encore une fois, par un truc détenu par un oligarque proche de Poutine qui s'appelle l'Internet Research Agency, qui est dans ce charmant bâtiment. Qui en fait sont des gens qui ont vocation à désinformer et à semer un peu le chaos sur Internet. Et ici, vous avez 4 exemples de choses qui ont été complètement avérées comme venant de chez eux, qui sont sortis pendant le scandale Cambridge Analytica, qui est donc un scandale concernant Facebook, parce que Facebook, par essence, a intérêt à connaître un maximum de choses de vous, de tout le monde, et Facebook permettait par ses outils publicitaires d'aller très très loin. Il était possible de cibler sur Facebook les personnes qui se rendaient chez Burger King 3 fois par mois, qui étaient homosexuels avec 42 ans et achetaient des slips 6 fois par an. On pouvait vraiment connaître tellement bien les gens que fatalement, à des fins politiques, on s'est dit, enfin, moi ça me semblait évident depuis le début, hein, mais je pense que dans le monde politique, on a découvert ça. Oh, mais c'est terrible, ça permet de cibler les gens terriblement, alors que tout le monde le fait, en gros. Hein. Parce qu'en fait, ce qu'on a accusé les Russes de faire en ciblant extrêmement bien les gens, et ce qu'on a accusé Trump aussi d'avoir fait, Obama l'avait déjà fait à l'époque, c'est d'aller diffuser, contrairement à de la propagande politique, que j'utilise au sens traditionnel, pas spécialement péjoratif, quand on diffuse de la propagande politique traditionnelle à la télé, par exemple, ce qui se fait beaucoup aux États-Unis, par exemple, vous diffusez la même chose à tout le monde. Tout le monde voit la même chose. Alors que sur Facebook, on peut cibler chez les plus jeunes, chez les petits, les gros, machin, et leur montrer un truc qui est un petit peu plus détourné, un truc qui... éviter, par exemple, que parfois se contredire, quoi. Tout simplement, juste mentir pour brosser les gens dans le sens du poil, dans une certaine catégorie. Et ici, ils ont été vachement vicieux. Parce qu'en fait, ce que vous voyez, donc je vais surtout vous parler des 2 premières, vous avez en fait une page Facebook qui s'appelle LGBT United, et donc qui se fait passer pour une association de défense des droits LGBT. Il se fait que cette association n'existe pas, c'est les Russes derrière. Ce qu'ils font, c'est qu'à l'époque, ils cherchent à décrédibiliser le candidat Bernie Sanders. Pourquoi? Parce que Bernie Sanders est donné, donc dans l'élection précédente, est donné plus facilement vainqueur face à Trump qu'Hillary Clinton. Donc en fait, les Russes à ce moment-là, avant d'encourager Trump, veulent encourager Hillary Clinton plutôt que Bernie Sanders, qui est beaucoup plus clean et qui a moins de scandales et de trucs comme ça. Donc ils veulent défoncer Bernie Sanders. Ce qu'ils font du coup, c'est qu'ils créent par exemple cette page LGBT United en disant, regardez, nous avons créé un livre de coloriage Bernie Sanders pour les enfants, vous pouvez colorier Bernie Sanders en slip. Évidemment, pour tout un tas de gens, ils trouvent ça choquant, ils trouvent ça bizarre, ils se disent « Ah, c'est encore les homosexuels qui veulent rendre nos enfants gays. Hein. » Voilà, vous voyez un petit peu l'idée, quoi. C'est ce genre de gens qui veulent cibler. Et donc, en fait, cette page-là, les Russes ont ciblé des personnes qu'ils ont catégorisées comme étant électeurs de Bernie Sanders et plutôt homophobes, afin de les décourager de voter Bernie Sanders.
De la même manière, la deuxième page, United Muslims of America, c'est pas du tout une vraie association de musulmans américains. Dans cette publication, ils disent que Bernie Sanders va gagner grâce à l'aide des pays arabes et va faire construire des mosquées. Pareil, ils ont ciblé des électeurs potentiels de Bernie Sanders qui étaient plutôt islamophobes. Et comme ça, en plus, ce genre de publication pour des gens qui, vous voyez, sont peut-être voient passer ça parce que le ciblage n'est pas aussi... Enfin voilà, vous devez le vivre régulièrement sur Internet quand vous y êtes. Le ciblage n'est quand même pas... Parfois, on pose des trucs, vous n'avez vraiment rien à battre. Donc voilà. Mais ce genre de publication permet en plus de passer un petit peu sous les radars parce qu'on se dit... Bah, c'est une publicité destinée aux musulmans, voilà. Enfin, on n'imagine pas le truc tordu qu'en fait c'est même pas une publicité destinée aux musulmans, c'est tout l'inverse. Néanmoins, pour relativiser un petit peu l'impact de ces publications auxquelles on donne parfois plus d'importance, je pense, qu'elles en ont, sur tout le scandale des Russes qui ont diffusé de la publicité pendant les élections américaines de 2016, on est autour de l'équivalent de 50 000 € de publicité diffusée, ce qui est ridicule en fait, qui est vraiment pas grand chose. Ici, par publicité, sur celle-là par exemple, on est à 48 000 roubles, ce qui faisait à l'époque 500 €, qui doit faire beaucoup moins. Voilà, donc c'est pas des sommes monumentales, mais néanmoins ça existe et néanmoins ça a pu jouer. Et voilà, il faut vraiment s'en méfier. Et c'est un des problèmes des GAFA, donc des géants d'Internet, c'est qu'encore aujourd'hui, ils ont tendance à ne pas vérifier des masses les publications, surtout quand on paye pour les diffuser, parce qu'ils s'en tapent en fait. Et au pire, ils virent après, mais ils ont quand même encaissé l'argent, quoi. Donc c'est quelque chose qu'on voit extrêmement régulièrement. Vous avez de la publicité pour des trucs qui sont purement des arnaques, parce qu'il y a très très peu de contrôle finalement. À partir du moment où les gens mettent une carte de crédit, en général, ils s'en fichent de ce qui est diffusé derrière, et puis après, au pire, ils le virent. Et je voulais terminer là-dessus avec ce petit extrait d'une vidéo que quand je l'ai vu passer, j'ai cru que c'était un deepfake ou une parodie ou un acteur. Il s'agit de l'ancien patron de la CIA qui parle des ingérences russes qu'il y a eu aux États-Unis. Et ce qui est assez amusant, et néanmoins pour relativiser un petit peu aussi, c'est que ce qui nous dérange aujourd'hui dans notre axe occidental, c'est finalement que les Russes utilisent un peu les mêmes méthodes que les Américains ont utilisées avant ailleurs. Et vous allez voir qu'ils s'en cachent pas vraiment. Have we ever tried to meddle in other countries' elections? Oh, probably. But it was for the good of the system in order to avoid the communists from taking over. For example, in Europe, in 47, 48, 49, the Greeks and the Italians, we don't do that now, though? We don't mess around other people's elections, only for a very good cause. Can you do that? Do a Vine video on this former CIA director? Only for a very good cause in the interests of democracy. All right, thanks for being here. C'est ça qui est fabuleux parce que c'est complètement ouvert et Poutine dit la même chose. Il pourrait dire aussi, bah, évidemment c'est pour le bien du monde. Enfin oui, évidemment on le fait, mais c'est pour le bien du monde. Il y a peu de gens, enfin personne ne dit que c'est pour que c'est de manière malfaisante. Tout est évidemment, tout le monde évidemment pense faire le bien. Je passe vite fait, je vais passer quelques trucs vite fait, vous ne m'en voudrez pas trop, je l'espère parce que j'ai déjà fait beaucoup trop de trucs. Ici je voulais vous montrer et on a encore beaucoup de programmes. Ça va, vous tenez le coup? Oui. C'est super. Donc je voulais vous parler des médias et de quelques dérives vite fait comme ça qui font que les gens perdent confiance en notre système médiatique général et surtout sur les réseaux sociaux et sur Internet. Il y a un truc que j'ai appelé ici Mediabot, et attention parce que ça c'est dans le quiz tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui on a afin évidemment d'économiser du travail humain, on a des sites d'information comme msn.com que vous avez en page d'accueil de plein de navigateurs, Yahoo Actualité, etc. Il n'y a même plus de contrôle humain du tout de la diffusion d'infos. Ils prennent les dépêches d'autres sites qui sont agrégés automatiquement, sans le moindre contrôle. Et on s'est illustré ici comme ça, avec une vraie notification qui s'est trouvée du coup dans Google Actualité, où il est indiqué « Ne pas publier, mort de Loana, première gagnante du Loft ». Et évidemment, c'était en fait prévu dans le système du site internet ici de BFM TV. Il prévoit les nécrologies de tout le monde à l'avance, surtout les gens qui sont susceptiblement bientôt morts. C'est bien connu à l'ancienne sur papier, et maintenant ils le font sur internet. Comme ça, le jour où ils meurent, il n'y a plus qu'à appuyer, ils sont les premiers sur la balle, évidemment. Ce qui parfois provoque ce petit genre de truc drôle. Récemment aussi, je crois que c'est les journaux du groupe Ouest France, et là ça la foutait vraiment mal, parce qu'en fait ils ont publié toutes leurs catégories nécrologie prévues. Donc en fait tous les gens qui étaient prévus comme étant bientôt morts ont été annoncés comme morts d'un coup, et du coup on a découvert en plus des gens dont on ne savait pas du tout qu'ils étaient malades, quoi. Du coup on a quelqu'un de 40 ans qui est dedans, on se dit ah bah tiens il a un cancer, enfin c'est très gênant pour la personne, quoi. Évidemment, il y a Bernard Tapie, enfin plein de gens évidemment.
Voilà, donc ce genre de choses évidemment et qui est amené à être de plus en plus faite, c'est l'automatisation finalement du travail de diffusion d'informations et parfois même de création, puisqu'aujourd'hui il y a des programmes d'intelligence artificielle qui sont vraiment extrêmement impressionnants. Vous tapez, moi j'en ai testé un récemment, on tape « parle-moi de l'affaire Benalla », directement il va aller fouiller sur internet, mélanger des phrases et me produire un contenu. Et c'est des choses qui se font de plus en plus. Par exemple, pour les résultats sportifs, il y a une boîte qui vend un programme comme ça. En gros, il n'y a plus qu'à mettre, il n'y a même pas à les mettre, en fait, automatiquement les résultats sportifs de foot provinciaux, de machins comme ça, sont injectés dans le programme. Et le programme va générer des articles en disant l'équipe de Lens a battu telle équipe, machin, 2-3-2, avec le buteur qui a frappé à la dernière minute. Et on a un gros article, on se dit, il s'est fait avoir un humain. Non, pas du tout. Il mélange juste des mots, il met des mots un peu différents. Et c'est vrai que pour un truc sportif comme ça, c'est quand même toujours un peu la même chose. Donc c'est pour ça on peut le comprendre. Voilà. Ici, je voulais vous raconter ceci parce que je suis en guerre avec les journaux du groupe Sud Presse, qui sont ce groupe-là, qui est un groupe belge, qui appartient en fait au groupe Rossel, qui lui est très influent en France aussi, puisqu'ils détiennent notamment 20 minutes, une bonne partie de la Voix du Nord aussi, enfin ils prennent de plus en plus d'influence en France. Et aussi, les nouvelles, Courrier Picard, tous les jours. Oui, ils rachètent des nouvelles, c'est terrible, c'est une vieille preuve. Ils m'ont fait plusieurs procès, notamment pour ce truc-là. J'en ai perdu un ou deux, parce qu'ils ont considéré que la justice belge a considéré que j'étais concurrent de Sud Presse pour avoir dénoncé des machins comme ça. Je leur faisais de la concurrence déloyale alors qu'eux pèsent des milliards et moi, un peu lourd peut-être. Cette infolette date d'il y a quelques années, elle est vraiment marquante, c'est encore une version papier pour le coup. Parce qu'en fait, ils sont encore, mine de rien, très puissants au niveau papier, ils en vendent encore pas mal. Et en fait, en 2016, donc il y avait le moment où la jungle de Calais allait être démantelée, ou a été démantelée en partie. Et en Belgique, on avait l'information selon laquelle les migrants risquaient de venir s'installer chez nous. Étant donné qu'on a une terre d'accueil comme vous, on a mis des policiers à la frontière pour les empêcher de passer. Et en fait, il s'est avéré que les migrants ne sont pas venus, personne n'est venu. Sauf que le rédacteur en chef du journal à l'époque, et je connais des gens en interne du coup qui m'ont raconté tout ce qui s'est passé, ils avaient déjà prévu leur maquette pour le journal du mercredi en mettant invasion de migrants, la côte belge menacée. Sauf qu'il fallait une photo d'invasion, quoi. Il fallait montrer quand même les migrants violeurs de poules et tout ça. Du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont envoyé un journaliste à la frontière à attendre l'invasion de migrants, comme ça toute la journée, personne n'est venu. Et à la fin de la journée, on a 3 mecs qui sont effectivement des réfugiés syriens, qui passent en Belgique, pour une bonne et simple raison qu'ils voulaient acheter des cigarettes. Voilà. Et du coup, les mecs sont restés 20 minutes sur le territoire belge, ils sont repartis. Et on a titré dans le journal le plus lu de Belgique francophone, invasion de migrants, la côte belge menacée pour 3 types qui venaient acheter des cigarettes. Voilà. Et le pire, c'est que, fatalement, comme on dit, mentir, il en restera toujours quelque chose, il y a de ça, quoi. Ce genre de choses a été assez peu démenti, même si les gens ont vu qu'il ne s'est pas passé grand-chose. Ça a permis de vendre beaucoup de papier, et voilà, et c'est assez malheureux. Un autre truc dont je voulais vous parler aussi, parce que les médias ont tendance à utiliser des faits divers graves, graves, clairement, notamment tout ce qui est violence conjugale, violence faite aux femmes, en détournant un micro-détail de l'histoire pour faire ce qu'on appelle du putaclic. Donc ça peut vulgaire, donc vous poussez à cliquer, vous poussez à partager l'info, vous faire rire éventuellement, alors qu'en fait l'information qui est ici derrière, c'est une femme battue qui cette fois a pris un bocal de poisson rouge au visage, quoi. Enfin c'est pas marrant en fait. Et c'est vrai que de base on voit le truc, on rigole, quoi. C'est vraiment juste de la manipulation des gens, clairement. Ce genre de truc, on voit extrêmement régulièrement. Si je vous ai encore pris 2 exemples, parce qu'il a pas eu ses spaghettis bolognaises, Laurent s'emporte sur son épouse et lâche la quiche par la fenêtre. Évidemment, on a des gens qui disent, et c'est fait pour ça, il a jeté sa femme par la fenêtre, enfin, vous voyez l'idée. C'est vraiment fait pour ça, c'est fait pour ça, vous allez demander que c'est pas grave, c'est fait pour ça. Mais voilà, il faut faire attention à ça, parce qu'en fait, on est manipulé par ça, clairement. On a un titre qui ne nous donne pas du tout la vérité, qui ne nous raconte pas vraiment l'histoire, qui prend un micro-détail, parce qu'il n'y a rien de plus commun, malheureusement, qu'un type qui frappe sur sa femme, on va prendre un micro-détail du truc. J'avais vu, et pour vous dire à quel point ça va loin, un article il y a quelques années qui disait « Il pétait sur sa femme pendant son sommeil, 3 ans ferme ». Et donc fatalement on voit ça, on se dit oh, c'est marrant, c'est bizarre, enfin voilà, les gens partagent ça sur Facebook en disant hey, tu vas aller en prison, t'as pété sur quoi, enfin vous voyez l'idée quoi. Et puis je vais lire l'article dans le fond, et en fait on voit que le type en question avait été condamné à 3 ans ferme parce qu'il torturait sa femme, il l'avait attachée au radiateur à la cave, il la battait, il lui avait coupé un doigt, il la violait, et aussi il lui avait pété dessus parfois. Vous voyez l'idée. Et le journal n'a gardé que ça. Et du coup,
évidemment, bah, c'est énormément partagé et tout, mais enfin, il y a des vrais gens là derrière quand même. Enfin, il y a une vraie victime. Enfin, je vous dis rien, je crie pas, enfin, je rigole, c'est terrifiant. Donc, méfiez-vous toujours de ça. Voilà, si je peux apporter un petit clair à ce niveau-là. Il y a un côté dans la désinformation, comme dans le Covid, hein, un côté casser les chaînes de contamination. Et à partir du moment où vous voyez un de vos amis qui partage un truc comme ça en se marrant du bocal de poisson rouge de la femme défigurée, bah, si vous lui dites tiens, vire ça, en fait, le journal te manipule et il y a une femme battue là derrière, enfin, c'est pas très très marrant, bah, lui il supprime, bah, d'autres ne le partageront pas. Et on a tous un petit peu cette possibilité de participer à ça à notre petit niveau, mine de rien, que ça soit sur des trucs comme ça ou des trucs de grosses désinformations dangereuses, quoi. Ici dans le même genre c'était un petit peu plus gentil, mais pareil, elle fait écouter le cerveau à son mari toute la journée, elle est condamnée pour harcèlement. Je l'ai vu passer énormément celui-là, et en fait déjà il y a une fausse info dedans, c'est pas son mari, c'est son ex-mari, et en fait elle harcelait vraiment son mari, elle lui coupait l'électricité, coupait l'eau, elle menaçait sur sa nouvelle femme de mort, enfin c'était pas juste, il lui faisait écouter la maladie d'amour. Donc voilà, celui-là je vais le passer vite fait parce que... Voilà. Ici encore un petit exemple ici que vous avez peut-être vu passer il y a quelques années, donc qui est une image un petit peu flippante, qui est en fait une genre de statue, une sculpture à la base. Il se fait qu'il y a quelques années, c'est quelque chose qui vient régulièrement, et pour vous rassurer, si vous avez des enfants, des petits-enfants, la plupart du temps, quand vous voyez passer qu'il y a un nouveau challenge sur les réseaux sociaux qui tue plein d'enfants, qui est ultra dangereux, en général, c'est fortement exagéré. C'est pas toujours le cas, il y a des trucs dangereux, il faut faire attention. En général, on exagère beaucoup parce que les médias savent que c'est des trucs qui marchent très très bien, parce que les parents en général aiment leurs enfants, ont peur, préfèrent partager un truc en se disant il vaut mieux que ça soit faux, voilà, ils font attention, c'est bien normal. Et du coup, parfois, ils créent un petit peu une psychose basée sur pas grand chose. Cette histoire-là, elle est très très représentative parce que donc on est en 2018, je crois, un truc comme ça, j'arrive pas bien à lire là, 2018. Il y a ce challenge qui se répand sur WhatsApp et Snapchat, qui consiste à s'envoyer cette photo-là, et en dessous de la photo, il est écrit « Tu as reçu Momo, dans 3 jours tu vas mourir ». En gros, il y a plusieurs versions, c'est un petit peu la version de base, c'est celle-là. Il se fait que, malheureusement, dans le monde, il arrive, et c'est la première cause de mort chez les adolescents, il y a des adolescents qui se suicident. Et il y a des parents qui légitimement ont regardé dans le téléphone de leur enfant, quelques jours plus tard, après avoir reçu le truc, leur enfant s'est suicidé, ils font le lien, évidemment, entre les deux. Il se fait qu'il y a d'abord un père en Argentine qui porte plainte, et puis quelqu'un d'autre, à l'autre bout du monde, voit son enfant suicidé, trouve ça sur le téléphone, fait le lien, il y a une genre de psychose qui naît autour de ça. Aujourd'hui, dans l'état actuel des connaissances, il y a d'ailleurs une page Wikipédia très bien sourcée avec toutes les affaires un peu partout dans le monde, parce que vraiment c'était mondial. On n'a aucune trace réelle d'adolescents qui se seraient vraiment suicidés à cause de ce truc-là. C'est juste qu'il y a une illusion de corrélation, et je vous en reparlerai un petit peu après, parce qu'en fait, à l'époque, on a potentiellement 25% des adolescents comme ça sur leur téléphone. Donc, fatalement, voilà. Là aussi, ce qui est intéressant, c'est que quand vous voyez, donc c'est un article de la RTBF, qui est donc le service public de l'information en Belgique, cet article-là, ils ne l'ont pas supprimé, donc ça, ils ne l'ont pas mis à jour non plus. Mais néanmoins, quelques mois plus tard, ils ont fait un article pourquoi il faut arrêter avec la psychose du Momo Challenge. Une psychose qui, en Belgique, ont fortement participé à diffuser, puisque cet article a été partagé 27 832 fois quand j'ai pris la capture d'écran il y a un mois. L'article de droite qui dément a été partagé 13 fois. Voilà. Donc, comme je vous disais, ce qui reste dans la plupart de la tête des gens, c'est qu'effectivement, ce truc a été un challenge mortel, etc. Et qu'effectivement, en tant que parent, et je le comprends tout à fait, on préfère s'inquiéter pour rien que de se dire non, c'est rien et que finalement il se passe quelque chose. Donc voilà. Je passe donc à la troisième et dernière partie avant notre quiz sur les biais cognitifs, sur toutes les choses qui font donc que nous croyons des fausses informations, en tout cas qui influencent notre rapport à l'information. Les biais cognitifs, c'est quoi? Attention, tout ça, il y a plein dans le quiz, là, il y a quand même des sucres et des biscottes à gagner. Un biais cognitif, c'est une distorsion dans la manière dont vous captez l'information, parce qu'on n'est pas des machines, on est humain, on a des émotions, et c'est ce qui nous rend aussi beaux. Et néanmoins, en termes de désinformation, des biais, il y en a autant que ça, je ne vais pas tous vous les faire, rassurez-vous. Il y en a certains qui sont plus importants que d'autres dans la manière dont on capte de l'info. Notamment le biais de croyance, c'est vraiment la base de tout, c'est que naturellement, on va capter, si des Belges lisent ceci et voient que les Belges sont en moyenne 24% moins intelligents que les jeunes Français, en tant que Belges, ils vont se dire cette info elle est bidon, c'est une connerie, ou alors aller voir l'info et se dire comment est-ce qu'ils ont calculé ça, voilà.
Par contre, si on brosse les gens, du coup le truc est inversé. Bref, regardez pas ça. Si on vous brosse dans le sens du poil et que je vous dis en moyenne vous êtes beaucoup plus intelligent que les gens du village d'à côté, vous allez avoir envie d'y croire et vous allez sur les réseaux sociaux, on partage en disant ouais, j'aime ça. Par exemple, ce genre de truc, on les voit à crever tout le temps, ce genre de machin, basé souvent sur des études bidons. Les gens intelligents se couchent tard, sont désordonnés, disent de gros mots. Qui ne fait rien des trois là ici? En général, toujours bien un menteur ou l'autre, non, là ça va. Vous dites la vérité. Donc voilà, à peu près tout le monde rentre dans une de ces trois catégories, et donc fatalement c'est flatteur, et fatalement ça donne envie de le partager. Et puis encore une fois, on s'en fiche un peu que ce soit trop faux, ça fait du bien. Donc voilà, c'est bien normal. Là aussi, moi, ça je le passe vite fait, je reviendrai peut-être après si j'ai le temps. Le biais de confirmation, ça va encore un petit peu plus loin, il faut encore plus s'en méfier. C'est au-delà du biais de croyance, c'est quand on fait l'effort de réfléchir et d'aller vérifier une info sur Internet ou de chercher des infos, de se dire tiens, je vais me renseigner sur un sujet, mais on s'arrête uniquement aux informations qui vont corroborer ce qu'on pensait déjà. Donc là, c'est aussi du biais de croyance, mais qui va encore un petit peu plus loin, c'est qu'en fait, on fait qu'aller chercher du contenu qui confirme ce qu'on pense, tout en laissant de côté tout ce qui va dans l'autre sens. Ce qui est l'inverse, évidemment, de toute méthode scientifique. Voilà. Et il faut s'en méfier d'autant plus que si vous faites des recherches sur Google ou sur tout autre moteur de recherche, naturellement, le moteur de recherche, son but, c'est de vous amener à l'info que vous recherchez. Et donc, fatalement, si vous cherchez plan de la face cachée de la Lune où se cachent les nazis qui boivent le sang des enfants, il va vous amener vers un site qui va vous montrer ce que vous recherchez, pas nécessairement sur le site en dessous qui va vous dire non, il n'y a pas de base machin cachée. Et encore faudrait-il que quelqu'un produise cet article pour démentir l'info. Donc voilà. Donc sur la désinformation, Google a beaucoup travaillé à virer des contenus et parfois de manière un petit peu étrange, parce que fatalement à partir du moment où il y a de la censure, qu'on le prenne de manière bien ou mal, mais c'est de la censure de supprimer des trucs, il y a parfois des contenus légitimes qui passent aussi, il y a des faux positifs, il y a un moment où ils avaient supprimé énormément de contenus considérés comme complotistes. Bizarrement, il y avait toutes les pages du mouvement Occupy Wall Street, donc des mouvements d'extrême gauche qui s'étaient retrouvés catégorisés comme complotistes et qui avaient disparu de Google, quoi. Heureusement, ils ont gueulé, voilà, ils sont revenus, ils n'avaient strictement rien à se reprocher. Mais voilà, parfois, on préfère en mettre un peu plus qu'un autre dans des termes de censure. Donc, moi, personnellement, je trouve qu'à partir du moment censure, c'est un échec et on ne devrait pas en arriver là parce que ça limite finalement la liberté d'expression de tout le monde, parfois pour quelques trucs qu'on peut régler autrement. Ici, pur biais de confirmation que j'ai vu passer sur Twitter récemment, ça m'a fait rire. Florent Pagny qui est atteint d'un cancer et quelqu'un qui dit il paraît que le vaccin réactive les cellules cancéreuses. Un médecin honnête pour confirmer. Donc déjà, tous les médecins qui ne le confirmeraient pas sont malhonnêtes, évidemment. Et en plus de ça, elle demande quelqu'un qui confirme. Donc voilà, c'est tout. On ne peut pas vraiment faire autrement. Et voilà. Dans un autre genre aussi, le biais d'engagement, c'est un truc qui est très très fort dans toutes des personnes qu'on connaît tous, qu'on a pu voir, et on est tous un peu là-dedans. Quand à partir du moment où on a mis beaucoup d'énergie dans une croyance, de la même manière que dans notre vie en général, on a tous tendance à savoir qu'on va dans le mur, mais se dire ça fait quand même longtemps que je roule vers ce mur, quoi. Donc je vais quand même attendre encore un peu. Dans un parc d'attractions, c'est pareil. Si jamais vous dites jamais je ferai 2 heures de file, s'il y a 1 heure de file et qu'il se rajoute 1 heure au milieu de la file, vous allez la faire, mais une 3e heure. C'est pareil en couple aussi, hein. On sait que ça ne va pas dans le couple, que ça ne marche pas, on reste, on continue, on s'accroche alors qu'on sait qu'on va dans le mur. Et voilà. Pareil pour ceci du coup, par rapport aux croyances dans les fausses infos. Ici j'ai la version courte. Ah bah non, je l'ai oublié dans ma voiture. C'est un truc que j'ai reçu pour mon anniversaire parce que les gens savent bien que j'aime bien ça. Un ami qui a reçu ça dans sa boîte aux lettres. C'est un document de 120 pages imprimé recto verso en couleur avec tous des machins complètement fous tirés de Facebook. Notamment, donc ça s'appelle Subversion sur les nations et restriction des libertés en vue de l'instauration du nouvel ordre mondial, annoncé et prophétisé dans le livre de l'Apocalypse. Donc c'est du complotisme catholique intégriste, quoi. C'est du show, quoi. Et alors là-dedans, il y a vraiment de tout et n'importe quoi, mais alors mon truc préféré, c'est qu'il est expliqué que, voilà, c'est dans la Bible apparemment, il faudrait vérifier les sources, ça je ne l'ai pas fait, désolé, car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Et ensuite, il y a une autre phrase que je n'arrive pas à lire là, qui explique qu'en gros, Satan est obligé de nous prévenir du mal qu'il va nous faire, en gros.
Donc il est obligé de mettre des symboles, des indices de ce qui va nous arriver. Ce qui permet à tous ces gens-là, et il y en a beaucoup qui sont là-dedans, de chercher du symbolisme partout dans tout ce qu'ils voient, ce qui permet à ces gens-là, du coup, de justifier la raison pour laquelle la série Les Simpsons, que vous connaissez j'imagine, elle est réputée pour avoir plusieurs fois prédit des trucs qui ont fini par se produire. Mais en fait, en même temps, il y a des centaines et des centaines d'épisodes, et donc fatalement, par hasard, il y a des choses qui se produisent. Et parfois aussi, il y a des choses qui n'ont pas du tout prédit. Ça s'est produit, ils ont parodié un truc qui s'était passé, et alors on fait croire que c'est un truc ancien, enfin bref. Mais néanmoins, les Simpsons ont prédit des trucs qui voilà, ont fini par se produire, et c'est rigolo. Dans ce guide ici, on explique qu'en fait, les Simpsons, c'est Satan. Pourquoi? Parce que le créateur des Simpsons est franc-maçon. Donc évidemment, Satan utilise en fait ce créateur des Simpsons qui est franc-maçon pour nous prévenir du mal qui va nous arriver. Donc si vous voulez connaître l'issue de la guerre en Ukraine, il faut regarder les Simpsons et vous en connaissez. Il paraît. Voilà. Et évidemment, c'est pour ça que je vous en parle ici, le biais d'engagement de cette personne qui a imprimé son machin, qui a fait ce document dans Word, à taper tous ces trucs, à mettre les images, à l'imprimer en couleur, à le relier, à aller le distribuer dans les boîtes aux lettres, pour que ça m'arrive finalement pour mon anniversaire, elle a un engagement qui est monumental. Avant de changer d'avis, il y a des dérives sectaires terribles, quoi. On est dans quelque chose qui est très très loin, donc avant de la faire changer d'avis, c'est pas en lui disant si elle est ici dans la salle, salut, que je vais lui faire changer d'avis directement, à mon avis, quoi. Voilà. Ce qui fait aussi évidemment qu'on partage beaucoup de fausses informations et beaucoup de bêtises, c'est qu'on a la flemme, hein. C'est chiant de vérifier en fait. Effectivement, ça prend du temps. D'autant plus, je crois que la désinformation est bien pire qu'avant parce qu'on est beaucoup plus sur des smartphones que sur des ordinateurs. Je crois qu'on est à 70 voire 80% maintenant d'usage plus de smartphones sur les sites d'infos par exemple plutôt que les ordinateurs, alors qu'on était à 50-50 il y a encore que quelques années. Et fatalement, c'est beaucoup plus compliqué de les vérifier ou plus embêtant quoi, finalement que d'ouvrir deux onglets facilement sur un ordi. Donc voilà, il faut tous se faire un petit peu violence pour vérifier. Notamment ce genre de choses, et j'en arrive à ce que j'ai appelé ici biais de la bonne foi, qui est une lettre que vous avez peut-être déjà vu passer, et que peut-être vous verrez un jour passer dans votre vie. Elle est très étonnante et elle est dévastatrice parce que donc il s'agit d'une lettre qui explique que on a besoin pour sauver la petite Lucie 1 an d'une leucémie, d'un don de sang, que le délai est très court, il est de 2 mois, et qu'il faut contacter l'établissement français du sang ou l'hôpital. Et ça finit ensuite par PS, si ça vous arrivait, vous aimeriez beaucoup que les gens renvoient ce mail et peut-être trouver un donneur. Merci, ça prendra que 2 minutes dans votre vie. Est-ce que vous voyez, il y a plusieurs trucs qui clochent dans ce machin. Est-ce que vous pouvez me dire si quelqu'un voit un truc? Il y a des trucs qui manquent, qui font que c'est pas très sérieux, quoi. Le don est anonyme, donc de toute façon. Déjà, c'est anonyme, donc pour moi, vraiment poubelle, quoi. Alors, voilà, les gens qui n'assument pas, c'est pas signé. Et il n'y a pas de date. Bonne réponse aussi, vous êtes super fort. Effectivement, la date c'est super important, d'autant plus dans un machin, on vous dit le délai est très court, 2 mois, parce que maintenant, potentiellement, en fait, cette lettre, elle circule depuis 13 ans. Donc en gros, Lucie, soit elle est morte, soit elle va bien, elle est ado, quoi. Et dans les deux cas, c'est tragédie, mais c'est comme ça. Dans les deux cas, partager ce truc aujourd'hui n'a plus aucun intérêt. Le seul impact que ça a sur le réel de partager ce truc, c'est ce qui s'est produit et ce qui se produit régulièrement. Il y a 2 ans, il y a un type d'Instagram qui avait 2 millions d'abonnés qui a partagé ça sur son compte. Évidemment, c'était repartagé par une grosse partie des gens qui le suivaient. Et en fait, du coup, les gens téléphonent à l'hôpital pour aider. Et ils ont eu beau avoir changé leur numéro de téléphone, etc. Les gens cherchent CHU de Nantes. Ah, je suis à résus négatif, je veux sauver l'enfant. Elle leur dit non. Donc en fait, on encombre les lignes de l'hôpital pour rien. Et ça fait vraiment, plus loin, l'enfer qui est pavé de bonnes intentions, parce qu'en fait, les gens qui pensent bien faire, et la plupart du temps, quand on partage des fausses infos, c'est pas pour faire le mal, c'est parce qu'on pense bien faire réellement, comme même des gens qui pensent qu'on a voulu génocider les enfants avec le vaccin. Voilà, ils le pensent et ils pensent bien faire, évidemment. Voilà. Après, il y a des fous et tout. Hein. Mais voilà. Oui, ici aussi, ce truc-là, par exemple, d'enlèvement d'enfants, retrouvé en 2009, ce truc circule encore. Hein. Là aussi, faire attention parce que chez nous, en Belgique, je ne sais pas si ça marche comme ça chez vous, mais chez nous, on a une asso qui s'appelle Child Focus et eux, ils sont très malins. C'est que ce qu'ils font, c'est que quand l'enfant a été retrouvé, ils virent la photo. Donc ils virent la publication originale, ils virent la photo, ils ne laissent plus que le nom et après ils virent même le nom. Et comme ça, l'enfant peut aussi retourner à sa vie. Parce que cette fille-là, c'est terrible, mais régulièrement, elle doit revoir elle-même passer ça, c'est toujours en vie en France et tout, dans ses réseaux sociaux. Moi, une fois, une fille est venue me voir, une adolescente, après une formation dans une école, en me disant « Ben moi, ça m'arrive,
j'ai une photo de moi qui circule avec une alerte disparition. J'ai fugué il y a 5 ans et ce truc revient régulièrement et ça me fait mal parce que j'ai fugué parce que mon père me tapait dessus. Et régulièrement je vois ce truc-là repasser avec des gens qui s'inquiètent pour moi parce que j'ai disparu alors que j'ai pas disparu du tout, quoi. Donc là aussi on a tous une petite responsabilité pour casser les chaînes de contamination si on voit passer des choses comme ça. Parce que déjà ça prend de la place pour les vrais enfants ont disparu et puis les enfants qui avaient disparu à l'époque, ce serait bien qu'ils retrouvent leur vie, surtout que, et heureusement, je crois que chez nous en Belgique c'est 99% des enfants qui sont retrouvés, donc la plupart des avis ont tout intérêt à être supprimés. Et ce qui est du coup super important à faire, c'est de toujours partager les contenus, que ce soit sur Twitter, Facebook ou autre, depuis les sources officielles, et ne pas enregistrer l'image et la remettre de son côté ou autre, parce que comme ça, quand la page Facebook ici du ministère de l'Intérieur ou autre supprime le truc, ça disparaît de chez vous aussi automatiquement. Parce que souvent, encore une fois, quand il reste des annonces d'enfants disparus, c'est pas des gens qui font exprès, quoi. C'est des gens qui ont oublié, des gens qui sont décédés, des gens qui sont plus sur Internet, enfin, ils ont oublié le truc. Et après, une fois que vous avez un truc comme ça qui est sur Facebook, vous allez le faire supprimer, bonne chance, parce que tant qu'il n'y a pas un morceau, s'il y a un morceau de téton, là ça va, Facebook direct, ils vont le virer, mais sinon, un truc comme ça, la modération s'en occupe même pas, quoi. Dans le genre aussi, sur la manière dont on se fait prendre par nos émotions sur des gens qui vont tirer sur des ficelles émotionnelles pour des raisons purement financières ici. Comme je vous disais, à partir du moment où vous avez de l'influence à un certain nombre d'abonnés sur vos pages, etc., ça vous permet de diffuser de la pub, de diffuser des liens, de diffuser de la propagande, tout et n'importe quoi. Et du coup, ça a beaucoup de valeur. Un compte avec 1 million d'abonnés, ça a beaucoup de valeur. Donc il y a des pages qui se spécialisent en vol de photos de personnes blessées, handicapées ou autres, en disant « mets un gel pour mon anniversaire s'il te plaît ». Et on a 155 000 commentaires et 30 000 partages de gens qui souhaitent bon anniversaire à une personne qui n'est pas du tout celle-là, qui se fait usurper ses photos pour amener à la pitié. Ce compte-là était très fort à un moment parce que, en fait, donc là ici elle dit j'ai pas de jambes, mettez-moi un j'aime, ajoutez-moi, etc. C'est une photo volée évidemment. Ce qui est très fort, c'est qu'elle changeait de photo très régulièrement. Donc ici on est le 19 janvier, voici Béatrice Boitard le 10 février, voilà, qui a changé de tête. Et alors ici c'est quand même assez gros parce qu'il a écrit pour ceux qui veulent mon snap, Béatrice Sexe. Voilà. Et on voit que néanmoins, il y a 110 000 personnes qui ont mis un commentaire de « Vous êtes très belle, madame », 22 000 partages, et donc tous ces gens, mais potentiellement, derrière Béatrice Boitard, c'est Daesh ou la mafia russe, enfin. Et potentiellement, on peut imaginer que ce n'est pas des personnes tout à fait recommandables. Ce n'est pas la Croix-Rouge qui se finance en faisant ça, quoi. Donc là aussi, on a tous une responsabilité là-dedans. Béatrice Boitard ici qui a encore changé de tête. Et, en plus du fait que c'est fait, il y a des vraies personnes dont on utilise l'image pour faire ça, donc c'est pas cool, quoi. Effectivement, il y a un petit exemple comme ça de trucs dans la presse, mais si ça vous intéresse, vous pouvez fouiller, de voir un petit peu combien ça vaut. Une page ici, là, il parlait à l'époque qu'il y a 15 000 abonnés sur Facebook, ça se revend à peu près 1 000 $, ça doit toujours être à peu près dans les chiffres. Une page comme celle-là, par exemple, qui avait réussi à accumuler, je ne sais plus 7 jours en ligne, mais je crois qu'ils étaient à 300 000 $. Une page à 300 000 $, comme ça peut valoir 10 000 $, 20 000 €, quoi. Donc c'est un bon business, quoi. Donc voilà. Du coup, pour vérifier l'origine d'une image, je vous ai montré le plugin vidéo tout à l'heure, et puis j'ai bientôt fini, je vous promets. Vous pouvez utiliser sur tous les navigateurs, vous pouvez le faire, même depuis votre téléphone, soit en laissant votre doigt appuyé, soit en clic droit, enregistrer l'image, copier l'adresse, ou même faire directement rechercher l'image avec Google. Il va faire une recherche inversée, donc il va voir encore une fois toutes les fois où l'image a déjà été publiée, et fatalement, voilà, là vous le mettez là ou là, il va vous dire, tiens, cette page usurpe l'identité de personnes handicapées, voilà, enfin bref. Ça vous permet de voir un petit peu d'où vient l'image, parce que pour plein de raisons, parfois c'est même pas des gens qui veulent revendre les pages et tout, ou faire du mal, hein, mais tout le monde aime bien avoir sa petite notoriété, et parfois les gens partagent des trucs qu'ils ont vu passer ailleurs, et quand ils voient qu'ils ont 100 000 j'aime sur leur publication, ils ont moins envie de la retirer, quoi, parce qu'ils ont eu leur petit quart d'heure de gloire, et c'est bien compréhensible. Je finis sur les quelques biais qui nous restent encore, et puis nous passerons au quiz.
L'effet Dunning-Kruger, c'est un truc qu'on connaît tous dans la vie en général, c'est l'excès de confiance en soi qui est proportionnel à la compétence qu'on a dans le sujet et vice-versa. Donc plus on est compétent en quelque chose et plus on a tendance à avoir ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, à se dire je ne suis pas tout à fait légitime dans mon truc, alors qu'en général quand on n'y connaît rien à un truc, on a tout de suite l'impression de tout savoir. Et c'est pour ça qu'on peut avoir des gens qui ont vu 3 vidéos YouTube qui se prennent pour des médecins et des médecins qui eux se sentent pas toujours légitimes de discuter. Là-dessus, je vous conseille, si ça vous intéresse, il y a un documentaire sur Netflix sur les gens qui croient que la Terre est plate, les platistes qui cherchent à prouver que la Terre est plate. C'est très drôle parce qu'ils se plantent. En fait, ils prouvent tout le temps que la Terre est une boule et c'est très drôle. Et à un moment, on voit un ingénieur de la NASA qui dit « Ouais, mais moi je me sens pas tout à fait légitime d'aller leur parler, ils risquent de me piéger. » Le mec s'inquiète, alors que bon, il a face à eux des platistes, quoi. C'est vrai qu'on a tout ça, et puis prof, c'est un métier aussi. On peut à la fois se connaître bien dans un sujet, mais pas être pédagogue. Enfin voilà. Les bulles de filtre, c'est aussi extrêmement important, puisque ça, on est tous dedans. Il se fait qu'à la base, Internet était censé nous apporter les connaissances du monde entier, s'ouvrir à plein de choses, et que finalement, on reproduit les schémas sociaux qu'on a dans le monde réel à suivre des choses qui nous intéressent, du contenu qui est même beaucoup plus personnalisé que ce qu'on avait avant, parce que les réseaux sociaux veulent vous garder le plus longtemps possible sur le réseau social, donc doivent vous montrer du contenu qui vous plaît, parce que naturellement, vous allez plutôt aimer quand ça vous plaît, voilà, quand ça vous intéresse, que quand ça vous intéresse pas. Et du coup, fatalement, ils ont tendance à exagérer au point où vous vous retrouvez à ne plus être qu'avec des gens qui pensent comme vous, avec des sujets qui vous intéressent, qui ont exactement la même vision que vous avez. Et on a des gens qui modélisent, et ça se voit très très fort, même en France, il y a des gens qui ont déjà fait l'exercice en France, où on a vraiment des sujets qui ne sont discutés que par des gens de gauche, d'extrême gauche, et d'autres de droite, et on a finalement des bulles d'information qui se créent, où les gens ne communiquent plus entre eux et ont l'impression que tout le monde pense comme eux, alors qu'en fait pas du tout. En fait, vous êtes juste dans une bulle. Voilà, moi j'ai créé un compte Twitter qui s'appelle Les musulmans avec Zemmour, parce que pour m'occuper, j'en ai pas fait grand chose, et du coup, avec ce compte, je ne suis que des comptes de pro-Éric Zemmour. Et c'est très étonnant parce que j'ai une vision de moi qui suis plutôt à gauche, je ne sais pas très bien me qualifier, mais voilà. Mais quand je suis sur ce compte-là, j'ai une vision de la réalité qui est totalement différente, quoi. Et pas nécessairement avec des fausses informations, mais avec de l'information qui est tellement orientée. Il y a un site par exemple qui s'appelle F de souche, qui veut dire français de souche à la base, donc on voit bien un petit peu l'orientation. Eux, ils ne prennent que les faits divers qui se passent par des gens de couleur musulmans. Et fatalement, quasiment tout ce qu'ils publient est vrai, sauf que c'est quand même fort orienté. Et du coup, si on s'informe que par là, on a l'impression effectivement qu'on vit dans un califat islamique et qu'on peut mourir ici ou à n'importe quel point de vue, même matériel. Voilà. L'illusion de corrélation, attention encore, je vais vous endormir, mais c'est pas grave, enfin pas complètement, ça se trouve dans le quiz, il y a quand même des sucres et un calendrier d'homme tout nu à gagner. L'illusion de corrélation, comme je vous montrais tout à l'heure avec l'histoire de Momo, si je vous montre ce graphique comme ça, bon, qui vaut rien en plus parce qu'il n'y a pas d'abscisse d'ordonnée, ça peut vous sembler crédible. Si je vous montre les noyades dans les piscines et le nombre de films avec Omar Sy, c'est quand même vachement moins crédible que ça soit connu. Sauf si, il faudrait le démontrer, les films sont tellement nuls que les gens se noient dans les piscines. Voilà. Mais bon, c'est quand même assez peu probable. Et alors le petit dernier pour la route, qui est ce qu'on appelle le biais du survivant, et je l'aime vraiment beaucoup, parce que je vous raconte l'histoire. Donc en 1942, des ingénieurs américains font la guerre et se demandent de quelle manière est-ce qu'ils peuvent optimiser le renforcement de leurs avions qui reviennent à la base en étant souvent dégommés de plein de trous dans les ailes et de plein de trous un petit peu partout. Et ils demandent aux techniciens de faire une carte de tous les endroits où on a le plus d'impact de balles sur les avions qui reviennent à la base et qui ne savent plus voler et qu'il faut réparer. Et du coup, leur questionnement, c'est, après avoir fait ce tableau statistique de tous les endroits où il y a plus d'impact de balles sur les avions qu'il faut réparer à la base, quels sont les endroits qu'il faut prioritairement renforcer sur les avions. Et naturellement, au début où ils ont cette réflexion-là, et depuis longtemps, ils ont tendance à renforcer toutes ces parties-là. Toutes les parties où, naturellement, et je fais souvent l'exercice dans les écoles en demandant aux gamins de montrer, moi-même, de base j'ai pensé ça, je me dis, c'est les endroits où, en rouge, voilà, évidemment. Alors qu'en fait, c'est tout l'inverse. Parce qu'en fait, il y a une partie, un truc qu'on n'a pas pris en compte dans cette histoire, c'est qu'on ne prend pas en compte tous les avions qui ne reviennent pas. Donc en fait, tous les endroits où il y a des impacts de balles, mais qu'il faut réparer, finalement, c'est des endroits où l'avion n'est pas vraiment totalement en péril. Vu qu'il prend des impacts, il revient, c'est pas grave, on répare. Par contre, sur tous les endroits où il n'y a jamais un avion qui revient avec un impact de balle à cet endroit-là, c'est que quand il y a une balle, l'avion explose.
Et effectivement, c'est sur les moteurs, à l'avant près du pilote. Et j'imagine dans ce modèle-là que l'essence devait se trouver dans cette zone-là. Et du coup, on a parfois tendance à réfléchir un petit peu à l'envers en oubliant une partie des données. Et c'est ça le biais du survivant, c'est aussi de dire, moi j'ai eu le Covid, je suis pas mort. Voilà, voilà. Moi je peux vous dire, c'est la réalité, j'ai une grand-mère qui a 89 ans, qui boit l'équivalent d'une bouteille de whisky par jour et qui fume un paquet de cigarettes par jour. Elle est pas en pleine forme, faut pas exagérer, mais elle est debout. Néanmoins, voilà, c'est pas... voilà. Et c'est un autre truc aussi, je lisais ça là-dessus, même si c'est certain que... Enfin, c'est certain, encore une fois, j'affirme ça un petit peu de manière exagérée à mon avis. Il est assez probable que les anciens électroménagers, par exemple, étaient quand même plus solides et plus résistants que les machins qu'on a aujourd'hui. Néanmoins, il y a aussi un fort biais du survivant, c'est que quand vous avez un truc de votre grand-mère ou de votre mère et tout qui fonctionne encore 40 ans après, ben, vous avez celui qui reste, mais il y a tous ceux qui n'ont pas survécu, qui sont plus là, fatalement. Il y en avait peut-être plein des mixeurs de soupe pourris, et on les voit plus, quoi. Donc c'est facile de dire, ah, ce truc-là, j'ai depuis 40 ans, c'était mieux avant. Oui, mais c'est parce qu'on n'a plus tous les autres, quoi. Néanmoins, sur ces trucs-là, je pense qu'il y a quand même une vérité aussi d'obsolescence programmée. Mais voilà, c'est un biais qu'on a vraiment un petit peu partout dans la vie, du coup, j'étais content de vous en parler. Ah non, si c'est... Voilà. Hop, voilà. Ben ça, typique de le dernier que j'ai vu ici tout à l'heure, qui a survécu à 2 ans de Covid sans picoud. Il y a peu de chances que les morts répondent. Hein, donc, fatalement, voilà. Ça, c'est... voilà. Voilà. Donc, belle petite illustration. Et pour terminer là-dessus, et puis on passera au quiz et à vos questions, si vous en avez, j'espère pas trop, parce que j'ai encore 2 heures et demie de route. Sinon, vous m'envoyez un mail, j'ai des cartes ici, et tout ça. Je vais pas courir non plus dès que j'ai fini. Voilà, on reste tous des humains, donc c'est bien normal de se planter, comme je vous disais, moi aussi je me plante encore régulièrement. Ce qui est important, je pense, néanmoins, quand on se plante et qu'on partage une connerie, c'est de le supprimer. Pas juste de dire en commentaire, oh, je me suis trompé, parce qu'en fait, surtout si c'est important et grave, hein, si le contenu original est toujours là, bah, il va continuer à circuler, quoi. Donc si vous voulez le reposter, faire un mea culpa, bah, vous le repostez en mettant un gros faux fait comme... Voilà, voilà. Je vous invite du coup, si vous le voulez bien, si vous avez un téléphone, hein, à le sortir. Voilà. Si jamais vous avez pas, si quelqu'un n'a pas de téléphone, je peux leur donner le mien. Comme ça, vous pouvez jouer quand même, c'est tout simple. Quelqu'un n'a pas de téléphone et veut jouer? Oui, vous voulez, ou vous en foutez? C'est bon. Ça, je sais pas travailler. Alors, voilà, vous pouvez... voilà, hop, pardon. Voilà. Sinon, vous pouvez taper l'adresse en bas qui est là. Ou alors vous allez sur slides.com directement et vous pouvez taper commune. En grand, c'est assez simple. Ça va, j'ai plus de batterie. Je suis trop piégée. Ça ne même pas côté des charges. Non, mais c'est rien. Alors, je vais juste voir s'il y a rien. Hop, attendez, parce qu'en fait... Voilà. Hop là. Non. Ah, mon Dieu, je vais vous spoiler. Attendez. Attendez, en fait, je vais faire comme ça. Tu sais quoi, je vais faire ça comme ça. Étends. Hop. Alors, du coup, je vais faire ça comme ça. Hop. Non, je vais pas faire dupliquer. Voilà. Voilà. Est-ce que tout le monde est dedans? Non. Sinon, je vous remets l'instruction et le QR code ici. Ouais, s'il te plaît. Voilà. Ah ben si, en fait, si je l'ai sorti. En fait, c'est la petite version. J'en ai reçu 2 de ce truc-là avec les formations. Alors, du coup, je fais mes petits paquets. Donc ça c'est le grand prix. Avec un petit coussin pour je sais pas pourquoi. Alors ça c'est un DVD qu'on m'a offert, j'ai pas regardé, je sais pas ce que c'est pour vous. Je vous mets une petite carte ici, ça c'est pour si quelqu'un veut. On va avoir 3 prix. Hein. Voilà, donc là il y aura une montre et un petit DVD, et pour le 3e des biscottes. Voilà. Je ne m'engage à rien. Et le sucre, oui, ça sera pour le 4e. Voilà. Et je ne vais pas donner des choses qui ne m'appartiennent pas. Je serais tenté. Donc, il y a plein de trucs ici. Une chaise. Une chaise, il y a plein de livres, tout impeccable.
Voilà. Vérifierez les stocks, Carole. Ah oui. Ça va, vous me dites quand vous êtes prêts? Oui. Tout le monde est dedans, ouais? Ok. Hop là. Voilà, hop. Attendez, voilà, je vous mets ici. Voilà. Donc là, vous pouvez vous connecter, mettre un petit nom. C'est bon, vous êtes tous là? Il y a un problème? Ouais, non, j'arrive pas à me connecter, donc... Ah, comment ça? Bah, même avec le... Jamais vu... Attendez, je vais vous le faire. Non, moi, j'ai pas de batterie, j'ai plus de batterie. Non, mais je vais vous le mettre. C'est bien qu'il y ait un Faut petit peut-être peu mettre les avec... majuscules, hein. Ouais, c'est bon. Voilà. C'est le sucre. Moi, j'ai plus le droit au sucre. T'arrives pas? J'ai plus le droit au sucre. Ah oui, mais... J'arrive pas. Oui, j'ai remarqué. Oui, c'est le même genre. Je préfère voir la slide. Voilà. Pourquoi ça dit? Ah, c'est une raison. Hop. Voilà. Bon, on va démarrer. Tout le monde est dedans? Oui. À peu près. Super. C'est parti. Alors ici, plus vous répondez vite, plus vous avez... Oui, c'est 18, mais vous allez voir, ça va vite. Hein. Donc, comment s'appelle cette île dont je vous ai parlé? Pas hier, en fait, c'est aujourd'hui. Voilà. Est-ce que c'est l'île au tigre, l'île au serpent, l'île au singe ou l'île au macroniste? On clique et puis on attend, c'est ça? Oui, mais il faut valider en dessous. Hein, ouais. Il faut valider votre réponse en dessous. Il faut mettre soumettre en dessous. Hein. Et c'était bien l'île au serpent. Bravo à vous. On passe à la question 2. Question 2 ici. Il n'y a pas de point pour les réponses les plus rapides. Qu'est-ce qu'une fake news? Qu'est-ce qu'une fake news? C'est une fausse info, littéralement une information falsifiée. Un challenge TikTok, une marque de slip ou un vélo qui fait du lama sans les mains. C'est dur, hein, vous allez voir le niveau est un peu super chaud. Hein. Ah, c'est une bonne réponse pour tous. Vous êtes super forts. Vous voyez là, je vous pose au sens du mot. C'est quoi un biais cognitif? Qu'est-ce qu'un biais cognitif? C'est une manière de diffuser des fake news, l'interprétation biaisée d'une info par notre cerveau, une théorie du complot sur les habitants de l'île Bramont, petite ville du sud de la Belgique, une méthode de vérification de l'information. Tout le monde a répondu et c'était bien la bonne réponse. Vous êtes vraiment super fort, je vous compte. Mais attention, c'est un score, c'est ici. Plus vous répondez vite, plus vous avez de points. Comment s'appelle l'outil de vérification du journal Le Monde? Je ne vous l'ai pas dit. Vous devez le savoir comme ça ne vaut pas pour beaucoup de points. Est-ce que c'est Fact Checks, Décodex, le chien Rex, Jean Castex? Et c'était Décodex. Ça ne voulait pas pour beaucoup parce que celle-là, j'en ai pas. Quelle lettre est écrite sur les chars russes Non, ça c'est facile. en Ukraine? Oui, hein. Q, X, Y ou Z? Ça c'est facile. Ça c'est bien, vous répondez tous en plus. On va pas tous taper. Souvent il y en a un qui dort et du coup on va... Mais il y a plus de gens qui dorment quand ils sont 200 élèves que là vous êtes 11, je peux voir. Alors qui est ce monsieur? Attention, qui est ce monsieur? Attention, attention. En plus on est vraiment vendredi. Est-ce que c'est Ernie Sanders, Bernie Sanders, Bernie Sanders ou Barack Obama? C'est bien Bernie Sanders. Question 7 sur 18, vous voyez ça va vite. Hein. Quelle était la couleur de la robe de Loana? Ah, c'est piégeux. Hein. Ah non, je l'avais Bleu et noir, blanche et dorée, elle n'avait pas de robe. Ou c'est quoi une robe? Pour ceux qui ne savent pas, une robe c'est comme un long t-shirt. C'est ma définition. C'était bien plutôt blanche et dorée. Bonne réponse. Question 8 sur 18, quel biais cognitif n'existe pas? Alors ici il y en a deux. Il y en a deux à renseigner. Deux bonnes réponses. 50 points par bonne réponse. Le biais de croyance, de confirmation, de supportativité du professeur Raoult ou du survivant. Non, c'est supportatif. Ouais, c'est ça. Moi je le fais mentalement. C'est bien. Bah oui, oui.
On Si peut vous voulez, le je faire. vous donne le sucre. Hein. Ouais. Je mange pas. Ah, bah tant mieux. Le temps est écoulé. Tant mieux. Oh, j'ai pas pu. Question 9 sur 18. Les noyades dans les piscines étaient corrélées avec. Alors celle-là, je l'aime beaucoup, attention. Ah, Elles étaient corrélées avec Les films. la violence à l'école, les films avec Omar Sy, les films avec Oh de rien. Omar Sy, Oh de rien. Vous avez compris? Je prends encore un peu. Omar Sy, Oh oui, de rien. le jeu de mots est très C'est une bon. bonne blague. Hein. Voilà. Ah oui. Ou les reptiles. Hein. Ouais, c'était bien ça. Ah oui. Ça va se jouer dans un mouchoir de poche. Hein. Ça va se jouer à la rapidité. Cette illustration parlait du biais du quoi. Et là, il faut écrire en français. Il y a une petite difficulté supplémentaire. Un seul mot. Il n'y a qu'un mot à mettre. Ne mettez pas le du, le de, le machin. Un mot. Au singulier. Il est vrai que parfois on le dit au pluriel. Moi, je le dis au singulier. Mais c'est vrai que parfois on dit le biais des. Mais là, je l'ai mis au singulier. Alors, on va voir si vous savez écrire le français. C'est pas mal. Il y a quelqu'un qui a bugué sur son truc. Mais... Voici le classement actuel, mais ce n'est pas terminé. Alors, où est Camille? Où est Camille? Ouais. Camille est là-bas. Ludo, où est Ludo? Ludo est là-bas aussi. Marielle est là. Duval, où est Duval? Duval est là. Et même Angélique, et puis les autres. Tout c'est serré, hein. Tout peut encore se jouer. On est à la moitié du quiz, tout peut encore se jouer, attention. Quelle lettre porte l'instigateur du complot américain Anon? Ah, ça je vous en ai pas parlé non plus. Est-ce que c'est R, Q, V, W ou X? C'est une petite question qui vaut pour pas grand chose parce que je vous en ai pas parlé. Mais donc c'est le fameux C'est Q. grand complot un petit peu auto-créé par des gens qui sont... Et c'était bien Q. Ah. C'était bien la bonne lettre. Question 12 sur 18. C'est quoi un bot? C'est quoi un bot? Je l'ai évoqué avec Loana. Est-ce qu'un bot, ça veut dire robot? C'est un programme informatique, c'est le masculin de une botte en écriture inclusive. C'est une sorte de champignon magique dans Dragon Ball qui rend plus intelligent, ou c'est une théorie sur la diffusion de l'information. Et ça veut bien dire robot. Question 13 sur 18, ici la vitesse a de l'importance, vous allez voir la question est une difficulté extrême. Pour vérifier l'origine d'une image, je fais confiance à mon instinct, j'envoie un fax à Bill Gates, je fais une recherche inversée, je mets mon téléphone dans du riz ou je le regarde avec une lampe. C'est chouette. Et c'était bien la recherche inversée, vous êtes super fort. Plus que 5 questions, attention. C'est quoi une bulle de filtre? Qu'est-ce qu'une bulle de filtre? Que puisse pas... Voilà. C'est le filtre bulle de savon sur Snap. C'est le filtre qu'on met sur Internet pour protéger des virus. Ça ressemble à un préservatif qu'on met au bout du câble. C'est une bulle Internet, on a des gens qui pensent comme nous, qui ont les mêmes hobbies, etc. Ou le genre de bouillotte. Et c'était bien la troisième réponse. Vous êtes vraiment très fort. Il y a quand même des gens qui se plantent en général. C'est quoi l'effet Dunning-Kruger? Qu'est-ce que l'effet Dunning-Kruger? C'est quand on a perdu le goût et du coup on écoute du Weshden. C'est un effet sur TikTok. C'est quand on croit en savoir plus qu'on en sait vraiment, ou c'est le frère de Diane. C'est ça. Oui, c'est ça. Bon, c'est un peu mal résumé, mais c'était par élimination. Et Camille est toujours devant. Dans les classements, ça change un petit peu. Camille, Marielle, Sid. Attention, il ne reste plus que quelques questions. Il ne reste plus que 3 questions, dont une débile. Enfin, ouais, c'est dit. Lorsque je vois une info, j'essaye de remonter la cascade, le courant, la source ou au classement du quiz parce que je suis un peu en retard. Alors, paradoxalement, si vous répondez au classement du quiz parce que je suis un peu en retard, là, vous n'avez pas remonté au classement du quiz. Donc, c'est bien. Vous avez évité le piège. Bravo. Et dernière question à peu près sérieuse, un message transféré sans source, sans date, c'est bon pour le moral ou pour s'informer, pour la poubelle ou pour la cellulite. Et alors, exceptionnellement, j'acceptais aussi pour le moral parce que les gens partagent des bêtises aussi pour se faire du bien. Voilà. Et donc, question 18 sur 18, attention, elle ne vaut pas pour grand chose, mais voilà. Qu'est-ce qui est petit et marron? Voilà. Alors, j'attends une réponse en 2 mots. Voilà, c'est en 2 mots. Qu'est-ce qui est petit et marron? Et nous avons qu'un seul, un marron. Ça voulait pour quelques points, si vous l'avez mal écrit, je ne sais pas pourquoi parfois, voilà. Bon, c'était bien un marron. Voici donc le classement final, et voici donc nos vainqueurs. Vous pouvez encore écrire un truc avant les résultats, genre
c'était nul, ou ah merci Vincent, ou rentre bien, ou ah merci c'était chouette, ou Moi j'ai bien ri. voilà, ah, ben, j'espère que vous avez ri un peu, puis que vous avez appris des trucs et que ça vous a intéressé. J'espère, voilà. Si vous m'insultez, je peux savoir qui a dit ça. Hein. Voilà. J'ai plus de voix. Mais, nous allons donc passer aux résultats. C'est parti. Voici les résultats. Et Camille est restée devant. Mais Marie est passée en deuxième. Bravo. Donc bravo, vous pouvez les applaudir. Applaudissez-les. Alors, je vais maintenant rappeler les quatre. Syl, où est Syl? Viens Syl. Syl, tu as gagné un sucre. Deux petits sucres, c'est un beau cadeau ça. Voilà. Alors Ludo, tu as gagné les biscottes, Ludo. Les crackers, ils sont pour toi, Ludo, bravo. Alors, pour Marielle, j'ai une montre. Voilà. Une montre, voler une petite vieille en grand. Voilà. Et alors, un DVD belge. Le grand cadeau pour Camille. Camille qui m'a fait venir ici, tu vas pas avec le calendrier. Alors techniquement c'est... Ah non, techniquement c'est lui. Ah, c'est Ludo qui m'a fait venir. Pardon, voilà, et alors le petit poussin, il est pour toi. Alors en fait non, je vais vous le donner à vous le petit poussin. Voilà. Parce que la médiathèque, quand même, Voilà, un souvenir. Mais attention, on va aller À l'accueil. Bref, moi je vous remercie de votre attention, j'ai fini. Donc si vous connaissez des gens, je viens ailleurs, en France, partout. Voilà, là franchement à refaire, je suis pas sûr, je vous ferai 6 heures de route pour le 2 heures. Mais je suis content de vous avoir. Mais en fait je devais faire une grande tournée, et puis en fait avec le Covid et tout, j'ai mal organisé mon truc, donc je suis venu pour vous. Mais je suis très content de vous avoir vu, vraiment. J'étais crevé en arrivant, et puis j'ai vu que vous avez fait des sourires. Et puis je me suis dit, tiens, ils ont l'air de quand même passer un bon moment, peut-être d'apprendre des trucs, j'espère un peu. Et voilà, je suis très content de vous avoir vu ici. Attention, votre lacet est dénoué. Oui, vous avez... Un lacet dénoué. Ah oui, oulala, je vais mourir ici en partant. Ça serait... Si jamais je meurs en partant, vous dites que c'est les Russes. Hein. Ou Macron, dites que c'est Macron. Voilà. Mais sinon, vous pouvez rentrer chez vous. Mais si vous allez moi, je ne vous tiens plus en otage. Voilà. Merci à vous. Et si vous avez des questions, vous pouvez les poser aussi. Enfin, je suis encore là un peu. Et merci de l'organisation et tout ça, et à vous aussi. Oui, vas-y. Ah ouais? Ah ben voilà. Et t'habites tout près? Ah ouais, quand même. Bon, après, ça va. Aujourd'hui, je prends le temps. Ah ouais. Ouais, ça va. Ah, cool. Ça va Angélique? Ça va très bien. Quand j'ai vu Angélique, j'ai dit, bah elle est là. Oui. Ah, je sais pas s'ils ont... T'avais eu des mails de gens?